Bonjour Nadine Touzeau, je suis ravie de t'accueillir sur Tribune Libre. Bienvenue à toi Bonjour Stéphanie, bonjour à tous et ravie de revenir faire une émission avec toi, avec grand plaisir. et plaisir partagé. Nous allons parler d'un sujet sérieux que les gens méconnaissent à juste titre. Moi aussi, je ne m'y connais pas beaucoup, mais grâce à Nadine, nous allons en apprendre beaucoup plus. Nous allons parler de la cybercriminalité sur laquelle Nadine travaille et planche depuis des années. J'ai préparé mon sujet et grâce à Nadine, je vais d'abord vous lire ce qu'est la définition de la cybercriminalité. Donc, ce mot désigne toute activité illégale commise à l'aide d'ordinateurs ou d'Internet. Internet a profondément transformé notre économie et les pratiques commerciales mondiales. Face à l'essor des services en ligne et à notre dépendance croissante aux appareils numériques, les cybercriminels disposent d'une mine d'informations qu'ils peuvent exploiter à des fins illégales. Les cybercriminels peuvent être des individus isolés, agissant seuls, ou appartenir à des groupes criminels organisés ou à des entités étatiques. Ils tirent profit de la technologie, se dissimulant derrière l'anonymat d'Internet et des crypto-monnaies pour menacer la sécurité publique et notre sécurité nationale et économique. La cybercriminalité est un crime extrêmement lucratif et sans frontières. Les acteurs de la cybermenace génèrent des milliards de dollars de revenus chaque année, faisant de la cybercriminalité l'une des activités criminelles les plus lucratives. Elle peut également avoir des conséquences désastreuses, évidemment, perte de temps, de services, d'opportunités et atteinte à la réputation. Toutes les attaques ne visent pas le vol d'argent. Il arrive que les cybercriminels mènent des cyberattaques pour désactiver, perturber ou contrôler des systèmes informatiques ou encore pour modifier, supprimer ou voler des données. Leurs motivations peuvent aller du simple vol à des actes de guerre ou de terrorisme. Pour lutter contre cette menace croissante, les particuliers et les organisations doivent rester vigilants et prendre des mesures proactives pour se protéger contre la cybercriminalité. Je voudrais vous lire rapidement un tweet d'un certain Seb qui travaille dans la cybersécurité, l'anti-piratage, l'analyse de fuites de données. Il est président de la Fédération française de protection des données et fondateur de French Breaches, et donc, il a mentionné qu'il est, Nadine, tu me diras ce que c'est, à l'OSINT, OSINT. C'est un organisme, c'est ça, Nadine? Je connais pas. Je suis désolée, là, je ne connais Bon, pas. mais je mettrai en lien ce que c'est. On en apprend tous les jours. On est là pour apprendre. Donc, Exact. OSINT, je vais aller rechercher ce que c'est et je le mettrai en lien. Donc, il nous parle du piratage de l'Académie de Créteil. Plus de 260 000 professeurs sont concernés, des centaines de milliers de données exposées, c'est-à-dire 34 ans d'historique. Un hacker, c'est-à-dire un pirate, affirme mettre en vente une base de données contenant des informations personnelles de plus de 260 000 professeurs liés à l'Académie de Créteil, avec publication d'échantillons en ligne pour appuyer ces déclarations. La base couvrirait une période très large de 1992 à 2026, soit 34 ans d'historique. Les données revendiquées incluent notamment 262 651 adresses de courriel, 231 941 numéros de téléphone, 206 169 adresses postales, et les données compromises sont l'identité complète, nom, prénom, civilité, l'adresse email professionnelle, les numéros de téléphone, à la fois le principal et le secondaire, l'adresse postale complète, l'académie et l'établissement d'affectation, le grade et le statut, c'est-à-dire professeur des écoles, certifié, stagiaire, la discipline enseignée, l'historique de carrière, date d'entrée, titularisation, information administrative, position, concours ou secteur, données liées à l'activité professionnelle, affectation, visite, formation, et ensuite, réseau professionnel, c'est-à-dire inspecteur, tuteur, encadrant avec email. Une exposition de données aussi complète représente un risque élevé de phishing ciblé. On dira ce que c'est que le phishing. C'est le fait de vous pêcher, hein, c'est ça. J'expliquerai. Euh, Pardon, Nadine? Je t'expliquerai. Ça marche. Usurpation d'identité et attaque d'ingénierie sociale. Pour finir, je tiens à lire une information précieuse que m'a envoyée Nadine. Donc ça, c'est tout récent également comme information. Un officier français a révélé la position d'un porte-avions via, devinez, je vous le donne en mille,
une application de sport. Un matin, l'homme fait son footing sur le pont du navire et il a publié ses performances. Un peu plus de 7 kilomètres parcourus en 35 minutes. Dans son profil public. Ainsi, la position exacte en mer Méditerranée du porte-avions Charles de Gaulle a été signalée presque en direct. Le déploiement du porte-avions n'étant pas secret, et pourtant, le déploiement du porte-avions n'était pas secret, pourtant la publication de sa position exacte en temps réel est considérée comme un grave risque pour la sécurité. Voilà, Nadine, je te laisse commenter cette dernière information qui est quand même assez inquiétante. Nous sommes en fait tout nus dans ces vies qui vont être de plus en plus digitalisées ou numérisées, comme on dit. Alors, déjà, je vais préciser que depuis 2012, je travaille sur le comportement des cybercriminels et des personnes utilisant tout outil connecté. C'est-à-dire qu'on appelle ça du net profiling. Le net profiling, on le fait dans le virtuel, et donc là, il s'agit de l'espace cyber. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en 2015, j'ai publié un livre qui s'appelle Net Profiling. À l'époque, je ne sais plus quel est le sous-titre qu'il avait, en première édition, où j'ai été présente au FIC, le salon de la cybercriminalité, qui a lieu, à l'époque, ça n'avait lieu qu'en France depuis, je crois qu'il y a le Qatar qui fait le FIC également. Je l'ai présenté sous une forme d'une petite carte. Je dois l'avoir, je l'ai derrière. Moi, je ne l'ai pas sorti du coup, mais je l'ai derrière. C'est-à-dire une carte d'identité, mais numérique, où tu mets dedans toutes les données du livre, en fait. Je mettais toutes les données, le livre était dedans, et je le dédicaçais au dos avec un feutre spécial. Et c'était logotypé à la couverture du livre. J'ai cartonné avec ce livre. Malgré que j'ai cartonné, et malgré que l'éditeur, je le précise, des Furets du Nord, parce que c'est à Lille que ça se passe, m'appréciaient et ont trouvé que j'avais fait un bon boulot, le FIC ne m'a jamais invité pour faire une conférence, même lorsqu'ils ont fait une année où ils ont mis en évidence l'humain au niveau de la thématique du FIC. Je ne sais plus en quelle année. Ce qui avait choqué bon nombre de personnes qui me connaissent et qui connaissent mes travaux de recherche, mais sans aucun étonnement de ma part, puisque comme vous le savez tous, lorsqu'on ne fait pas partie du système et qu'en plus nous sommes des chercheurs en France, les cerveaux, eh bien c'est très clair, la fuite des cerveaux, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un mythe. Je suis toujours en France pour ma part. En 2018, un éditeur a repris mon livre, quand il voyait le succès des ventes qu'il y avait, il a repris mon livre, et je le remercie beaucoup, j'ai accepté. Toutefois, la communication m'a bloquée du fait et à cause de l'affaire de 2013. Donc, dernièrement, c'est toujours pareil, les gens sont bêtes. Donc, il faut le dire, hein, je ne peux pas dire autrement. Hein, les gens. Donc, dernièrement, je lui ai envoyé un email suite à toutes les cyberattaques qui ont sorti et tout. Moi, je suis un peu comme ça, je réagis souvent tardivement et avec un peu un coup de sang. En le remerciant d'avoir accepté, d'avoir pris mon livre en 2018. Mais je lui ai dit, on arrête notre collaboration. Parce que force est de constater que tout ce que j'ai écrit dans ce livre, donc ce livre-là s'appelle Net Profiling, comment appréhender les cybercriminels. Donc il est enfin, c'est pas la peine de le commander. Malheureusement, l'agenda tombe mal, je vais le mettre sur Amazon et je vais le traduire en anglais, puisque les anglo-saxons sont nettement plus ouverts au cerveau, ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Enfin, c'est mon éditeur qui devait le faire et il ne l'a pas fait. Puis un autre éditeur de la dissidence, très connu, m'a planté aussi de ce côté-là. Donc ça ne s'est pas fait. Et je lui ai dit en explication que tout simplement, je n'appréciais pas d'avoir été bloquée parce que d'être bloqué, eh bien, c'est plein de gens qui n'ont pas pu être informés pour pouvoir se protéger. Parce que quand on diffuse notre savoir, c'est pas pour nous, sinon on le garde. C'est pour que les gens s'instruisent, c'est pour que des gens fassent ce qu'il faut derrière et que ça les aide à mettre en place, mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour se protéger. Et là, c'était se cyber-protéger et aussi de comprendre cet environnement. C'est pourquoi je vais donc le republier de mon côté et le traduire en anglais. Pour rebondir sur ce dernier point concernant le porte-avions. Mon rebond premier, ça va être de dire même l'armée ne sait pas faire. Donc, on vous dit en France, et vous regardez les sociétés qui vous emploient, votre propre banque, tous les organismes qui ont un minimum de poids, et encore, tout le monde doit être soumis à la loi RGPD, qui est une loi de mai 2000, je ne sais plus quand.
J'ai travaillé dessus, je crois que c'est 2020, je ne sais plus. J'ai travaillé dessus, qui est une loi européenne, la RGPD, pour pouvoir donc en fait protéger vos données, ou data. On dit beaucoup le mot data dans notre univers, entre autres, et qu'ils sont soumis à mettre en place un ensemble de pratiques, un petit peu comme les ISO. Mais là, c'est pour protéger nos données. La première chose que j'ai vue lorsque j'ai lu cet élément-là, je crois que c'est 2020, je ne sais plus quelle année. Alors, le RGPD est entré en vigueur en 2016 et depuis 2018, toutes les organisations sont tenues de s'y conformer. Alors, tu vois, c'est encore plus vieux que ça. Décidément, moi, je suis fâchée avec les dates. Je dois être bloquée à 2020. Ça fait 2 fois qu'on me dit non, c'est bien plus vieux que ça. Donc, je ne suis pas douée. Bref. Et donc, cette loi-là, j'ai lu tous les éléments afin de m'y référer parce que je travaillais un petit peu dessus avec un partenaire qui est un ancien militaire d'ailleurs. Et je vois un point noir tout de suite qui me fait réagir, c'est qu'il fallait mettre sur les ordinateurs tout le process de comment vous protégez les datas. Donc en gros, tu donnes la clé aux cybercriminels. Exact. Et tout le monde l'a fait. Et moi, j'ai dit non, 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 non. J'ai dit dans les sociétés où on va travailler, on met tout sur classeur papier. Mais Nadine, vous êtes rétrograde. Nadine, vous êtes archaïque. Nadine, ça commence à bien faire. Vous êtes toujours en train de voir la petite bête, machin. Mais nous avons les meilleurs techniciens qui ont infiltré la CIA, le FBI, le Centre des impôts français ou tout ce que vous voulez dans notre système d'information. Donc le SI, ce qu'on appelle dans les entreprises, ça a peut-être changé de nom depuis. Et là, je leur ai dit à tous, je dis ok, très bien, faites comme vous voulez, mais je me décharge de cela. En fait, je me décharge complètement de cela, dans la mesure où vous allez en fait donner la clé aux cybercriminels, puisque vous mettez tout sur les ordinateurs. Alors, les intrusions, comme tu l'as dit dans la définition, c'est notamment sur les outils connectés, mais pas que. Tout ce qui fait des cyberattaques, et on va s'en rendre compte par la suite, parce que, comme tu l'as dit dans les définitions, tout est lié à l'outil connecté, sauf qu'on occulte la chose essentielle, enfin chose entre guillemets, c'est que l'humain est derrière. Que ce soit pour faire et produire la cyberattaque, ou créer des logiciels malveillants, ou créer des outils malveillants, parce qu'aujourd'hui, ils ont vraiment des usines à phishing. Donc, le phishing, c'est qu'on vous envoie un paquet de messages pour vous dire, par exemple, « Allô, maman, j'ai perdu mon portable. » Ça, c'est un SMS. « Est-ce que tu peux m'appeler de ce portable-là ?» Ça, c'est un phishing. Donc, à partir du moment où vous cliquez dessus, il y a des données qui vont arriver chez le correspondant. Et parfois, c'est même pour vous prendre de l'argent, c'est pour prendre un ensemble de choses, en fait, des données. À partir du moment qu'il y a une intrusion, c'est ouvert à tout type de données. En fait, il faut imaginer qu'une cyberattaque, c'est comme si vous laissiez la maison totalement ouverte et que tout le monde peut rentrer dedans et se servir. Sauf que quand vous avez eu un cambriolage dans le réel, vous pouvez changer les clés, les cadenas, les portes et tout ce que vous voulez. Quand vous avez une intrusion cyber, en général, vous en avez d'autres derrière. Donc, quand les gens vous disent, et depuis des années, moi, je me suis fait rabrouer je ne sais combien de fois, parce que depuis des années, je dis, on ne peut rien cybersécuriser. Je me suis fait, je dirais même insulter, parce que c'est la vérité, plusieurs fois, laissé de côté, etc. Et que je vois aujourd'hui dans quel état est la France en termes de cybersécurité. Permettez-moi de rire, permettez-moi de rire. En fait, le risque zéro n'existe pas, comme on dit. Non, il n'existe nulle part. Mais là, on ne parle même plus de risque zéro, c'est impossible. Hier, je discutais avec un ami qui m'appelle, il me dit, écoute, je vais mettre une alarme à la maison. Je dis, surtout, ne va pas dans les trucs Securitas et je ne sais pas quoi. Surtout, tu fais un truc individuel. Et il me dit, oui, oui, oui. Il me dit, t'inquiète, je dis, j'ai compris la leçon. Oui, oui, oui. Il me dit, ça, je ne ferai pas. Parce que, encore une fois, toutes les données sont à un endroit. Donc, il faut qu'il y ait une intrusion. On pique les datas. Après, donc, qu'est-ce qui se passe? Elles sont souvent revendues dans le dark web. Par paquet de 50 ou 100, peu importe. Je n'ai plus trop les trucs parce que depuis, ça a évolué. Parce qu'il faut savoir que la cybercriminalité, ça évolue à peu près tous les mois, tous les 3 mois. À mon époque, quand j'écrivais des livres, c'était à peu près tous les 3 mois. Ça évolue un peu plus aujourd'hui. Sauf que tout ce que j'ai écrit en 2012, sorti en 2015, il y a 17 publications scientifiques aussi dessus aux États-Unis. Donc, je n'ai pas qu'un livre, j'ai aussi des publications scientifiques. Je rappelle qu'on ne peut pas publier scientifiquement pas. Je fais comme toi. Oui. Bon, si on n'a pas des pairs qui valident nos travaux, et en France, ça n'a jamais été possible de publier quoi que ce soit, bien évidemment, toujours pareil, les
tout ce que j'ai écrit, tout est encore aujourd'hui d'actualité. Il y a juste le vocabulaire sur 2, 3 peut-être mots qui a pu changer. Depuis, il y a des mots, par exemple, comment on appelle les cybercriminels. À notre époque, quand j'ai écrit, on les appelait d'une certaine manière et ça a évolué un petit peu différemment aujourd'hui. Et encore, je ne suis pas certaine. Mais de ce que j'ai compris, apparemment, ce serait ainsi. Donc, ce qui veut dire, excuse-moi, je me permets. Oui, vas-y. Quand on vous dit, que votre banquier vous dit, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Quand votre. Alors, il y a eu 2 cyberattaques dans l'actualité dernièrement, parce que vu tout ce qu'on se prend en France là, on est tous impactés. Il n'y a pas une seule personne de protégée, sauf celui qui n'a ni compte Internet, ni compte bancaire connecté. C'est rare. Ni email, ni rien du tout, ou qui vit tout seul dans son coin. Dans sa grotte. Voilà, là, il a des chances de rien avoir. Ouais, mais c'est bien les grottes, hein, quelque part. C'est l'avenir, la grotte, finalement. Clairement. Donc, j'ai vu 2 cyberattaques à titre personnel depuis l'espace, je crois, la première, ça doit faire à peine un mois. Une de mes clientes reçoit un email de phishing exactement logotypé comme ma société partenaire qui fait les factures, les comptes, etc. Enfin, on va dire toute la comptabilité. Exactement pareil, avec même le nom, la signature, tout, sauf que l'email était faux. L'adresse mail était fausse. Bien. Okay, donc là, sur le coup, elle ne fait pas trop attention. Puis elle regarde, elle fouille, et comme heureusement, c'est une de mes étudiantes, hein, donc je les aguerris à avoir du discernement et tout, hein, donc c'est pas ça, voilà. Et elle m'en parle, et je dis oh là là, attends là, ça c'est pas habituel, c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Je préviens donc la société qui facture, qui fait ma comptabilité, et je lui explique tout ce qu'il faut faire. Je ne suis pas certaine qu'ils aient tout suivi parce qu'ils se sont reposés sur leur société qui les cybersécurise, qui leur ont dit c'est rien du tout, ça vient de l'autre. Je voudrais qu'on m'explique comment c'est possible que ça ne vienne que de l'autre. C'est ma cliente. Je voudrais qu'on m'explique comment les autres ont pu se rendre compte que la société avec qui je travaille était en lien avec ma cliente, si ce n'est pas recevoir des emails de facture. Mais dans ce cas-là, parce que si vous laissez votre maison ouverte et qu'à l'intérieur, il y a tout un tas de données, avec par exemple les adresses de toutes les personnes avec qui vous travaillez, les contrats que vous avez signés, vos comptes bancaires, votre contrat énergie, votre contrat eau, etc., etc. D'accord ? Si vous avez tout ça, on est d'accord ? Ils emmènent tout. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont éplucher pour pouvoir, derrière, faire les mêmes infiltrations chez les autres. C'est ce qu'on appelle un effet domino. Tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux rien faire. C'est mort. C'est en cascade, en chaîne. Exactement. Donc, du coup, derrière, qu'est-ce qui se passe ? Quand j'ai prévenu cette société, ma société de comptable derrière, elle m'a renvoyé un mail en me disant derrière, on a géré, ça vient de votre cliente, la société de cybersécurité a contrôlé, tout va bien. Je dis, méfiez-vous parce que vous vous faites berner comme tous. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous formés de la même manière. Ce qui me fait rebondir sur, par exemple, une affaire comme WannaCry, où certains vont s'en rappeler. WannaCry, c'était une vieille affaire de cybercriminalité. Oui, c'est Microsoft qui a une faille et un cybercriminel l'a trouvé, il est rentré dedans et il y a un paquet de PC Microsoft qui étaient, ils étaient out, quoi, c'était fini, terminé. Et donc les gens n'ont pas compris que de faire du copier-coller, ça ne fonctionne pas. Donc l'enseignement est pareil quasiment partout et uniquement basé sur la technique, en occultant totalement que on ne comprend pas l'humain derrière. Alors, la seule chose qu'ils vont vous dire, c'est si on travaille sur l'humain. Celui qui utilise l'outil Internet, oui, mais celui qui le fait, il faut aussi les chercher, les cybercriminels. Il n'y en a pas beaucoup d'arrêtés. Tu regardes la liste des cybercriminels. Tu n'as qu'à voir toute la liste des cyberattaques, là. Eh ben, je voulais la lire, tu me l'as envoyée d'ailleurs, et c'est assez impressionnant, effectivement. Je vais la mettre à l'écran et je vais lire quelques passages parce que c'est assez choquant, effectivement. Alors, là, je peux accéder ici. Voilà. Tac. Screen share. Voilà. Et alors là, c'est impressionnant. Regardez ça.
Voilà, et donc je vais la faire défiler. Donc c'est énorme, hein. On a, la liste des cyberattaques En en France. 2026, La Poste, c'est quand même énorme. Oui, pourquoi? Heu, Stop, si tu permets, La Poste. Vas-y. Ouais, Pourquoi? Tu as tous les comptes bancaires, tu as tous les comptes de placement, mais tu as aussi tous les comptes d'envoi de ceux qui postent, enfin, même dans ton guichet, puisque tout est digitalisé. Donc, tu as toutes les données qui sont des données, comment dire, je vais y arriver, bancaires, mais mmh tu as aussi des données sensibles de courriers qui partent pour ceux qui envoient leur courrier par bien sûr. laposte.fr Mmh. et de tous les trafics d'adresses, etc., pour tous ceux qui envoient des recommandés, des paquets, etc. Donc, tu as tout un tas de données qui valent de l'argent. Hein. Ça vaut de l'argent. Parce C'est qu'on va en impressionnant. parler après. On vend ces données derrière? Qu'est-ce qu'on en fait? On va en C'est parler. monnayable. Tout est monnayable. Et c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une manne extraordinaire de business. Il faut comprendre un truc aussi, c'est que quand tu fais un crime dans le réel, tu te déplaces physiquement. Tu vas aller observer, tu regardes, il y a des caméras, il y a ceci, il y a cela, il y aura des témoins, il faut que tu achètes des outils, il faut que tu achètes peut-être des armes, bref, il faut peut-être que tu montes une équipe. Donc, c'est très chronophage et exigeant et un risque énorme puisque tu dois te déplacer humainement. Le crime, le cybercrime, alors déjà, on parle de cybercrime. Crime, il n'y a pas de crime direct dans la cybercriminalité. C'est un crime par dommage collatéral. Par exemple, un jour, il y a un hôpital allemand, moi, je ne sais plus quand, je ne dis plus les dates maintenant, comme je me plante en plus, je ne dis plus rien. Mais en Allemagne, je me rappelle, il y avait un cas comme ça d'une cybercriminalité sur un hôpital qui a eu lieu, où ils se sont retrouvés sans électricité, sans rien du tout, et quelqu'un était en pleine opération et est décédé. Donc ça, c'est un crime par dommage collatéral, mais il n'y a pas de crime direct de Oui, je par la comprends, cybercriminalité. Donc, il faut le préciser aussi. bien Donc, sûr. les cybercrimes, eh bien, c'est derrière un écran, un outil connecté, n'importe lequel, hein, ce n'est pas forcément un ordinateur. De là, on peut tout faire. Il suffit que des gens aient… Alors, tu as plusieurs types de cybercriminels, et on en parlera après, mais juste pour bien comprendre. Donc, ça veut dire que n'importe quelle data, Mmh que ce soit des adresses, des numéros de compte, surtout quand c'est lié à l'argent, ou divers et variés, ben, ça peut avoir des incidences énormes, notamment les cambriolages, les fausses papiers d'identité, les faux crédits, les faux, je ne sais pas moi, tout peut être en incidence. Et ils sont ingénieux pour trouver tout un tas de choses. Donc c'est du crime à distance et indirect, on peut le dire comme ça. Oui, mais avec des conséquences extrêmement lourdes, parce que Grave. les militaires, ils prennent toutes tes données. Si tu as présenté ta carte d'identité à la poste pour je ne sais quelle raison et qu'ils l'ont scannée, c'est une carte d'identité en plus. Ils peuvent peut-être toucher la CAF, peut-être, j'en sais rien. Bien Faire sûr. des passeports, des faux passeports, voyager, voire commettre des crimes, et c'est toi qui vas être incriminé, alors qu'en réalité, tu n'y es pour rien. On a des collectivités, locales et territoriales, notamment, bah, je vois l'URSSAF, 12 millions de personnes potentiellement concernées, avec toutes les informations personnelles, des fédérations sportives, fédération des chasseurs, Alors, heu, si je puis me office de permettre, l'immigration. Pardon? la Fédération des chasseurs et la Fédération de tir se Mmh. sont fait cyberattaquer aussi. Il y a eu, ça a été mis dans les journaux, des, comment dire, des personnes inscrites dans ces fédérations qui se sont fait attaquer chez eux, violentés. Hein, ils ont été agressés violemment. Est-ce qu'il y a eu vol d'armes ou pas? Je ne sais pas, j'ai pas plus d'informations, j'ai pas plus creusé que ça. Mais elles se sont fait violenter des suites à cela. Et les gens ne s'en sont pas cachés. C'est une violence physique. Physique. Ça, c'est Mmh. des incidences par dommage collatéral de vol de données. Est-ce que c'était pour voler les armes? Est-ce que c'était, je ne sais pas. Alors, imaginez pour les chasseurs, quand Oui, même très, très, très grave. effectivement. Alors, bah, on est dans le privé là, les cyberattaques antérieures à 2026. Donc Kiabi, Chronopost, Conforama, Orange, Harvest, Autosure, Intersport, Alain Afflelou, Marks& and Spencer, Indigo, EasyCash, Coop, donc au Royaume-Uni, Harrods, Coinbase, la crypto-monnaie, Dior, donc le luxe, réductionimpôt.fr, Cartier, Center Parcs, Sorbonne Université, Disneyland Paris, WeBay, donc il y a du local, de l'international finalement, Orange, Air France KLM, Bouygues Télécom, Auchan, Colis Privé, Médecins Direct, La Poste, donc tout le groupe, Mondial Relais, et puis toutes les organisations publiques également victimes d'une cyberattaque en 2025. Donc je vous passe les mairies, les conseils départementaux, les villes,
En fait, c'est assez, phénoménal. C'est un phénomène, c'est un fléau, on peut appeler ça un fléau. Des centres hospitaliers, publics, je suppose qu'il y a peut-être des cliniques privées, le logiciel médical Weda, ce qui peut avoir des dommages collatéraux importants. Quand ça touche des logiciels, médicaux, on peut imaginer. Et puis, on recommence, la FFF, Fédération de football, la Caisse des dépôts, toujours la Poste, des universités, des aéroports, l'éducation nationale, France Travail, des musées comme le Muséum national d'histoire naturelle, des lycées, c'est incroyable. Des ministères également. Voilà et les entreprises, toujours pareil, je vous passe les détails. Il y en a une palanquée, comme on dit. Free, Auchan, meilleurtaux.com. Et puis c'est depuis des années en plus, hein, on observe que des CHU, des EHPAD, des ministères toujours, la CAF, la CCI, voilà, dans le Béarn, et la chambre d'agriculture de Lorraise, voilà, de Lozère. On a vraiment tout ce qu'il faut, hein. Alors, C'est quand tu vraiment. parles, par exemple, de la CAF, tu vois, ça peut être aussi pour créer des faux comptes pour toucher de l'argent. Mmh. Ils peuvent faire ça aussi, c'est-à-dire prendre la main sur n'importe quelle entreprise ou n'importe quelle entité Mmh. et dire derrière, on va créer des faux comptes et on se touche de l'argent dessus. Tout est possible, en fait. En fait, j'avais prévenu depuis des années que rien ne pouvait être super sécurisé et qu'un jour, il y aura un chaos où quand il y aura une intrusion, il y aura un effet domino. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'encore une fois, tu rentres dans ta maison qui est ouverte à tout le monde, tu peux rentrer, tu y vas, tu fais ce que tu veux. Et derrière, tu te sers de tous les documents et tu vas continuer à attaquer d'autres personnes par rapport aux documents que tu as collectés. Et puis, tu retrouves à nouveau d'autres documents dans d'autres maisons ouvertes ou entreprises ou ce que tu veux, et ainsi de suite. Et ça va faire boule de neige comme ça, ad vitam aeternam. Donc, ce qu'on a aujourd'hui en termes d'intrusion cyber, c'est impossible de le stopper. Mmh. C'est impossible. Ça veut dire que le seul moyen que nous, on puisse réussir, c'est tous, soi-même, bien se former au regard de ce qu'on a exactement chez nous, en fait, et comment on a, et quel comportement on a, pour faire ce qu'il faut afin de gérer sa propre vie en individuel. Et revenir surtout au papier. Moi, tout le monde se fiche de moi parce que j'ai un agenda papier, tout, parce que je n'ai pas de compte bancaire sur mon téléphone. Justement, les 2 cyberattaques que j'ai subies. Moi aussi, j'ai un agenda papier. Voilà. Donc, Et ça fait sourire, effectivement. oui, ça fait sourire, mais moi, je m'en fous. Je prends beaucoup de notes sur papier, mais ça, je m'en fiche complètement. Papier, ça se brûle. Hein. Et là, la deuxième cyberattaque dont je parlais tout à l'heure, c'est, je l'ai subi moi, je suis au Crédit Agricole, ils ont plutôt très bien géré la cyberattaque, parce que la Société Générale m'a viré il y a 3 ans, pour information, parce que je retirais du liquide. Donc, ils m'ont viré. C'est pas une blague, c'est vraiment pas une blague. C'est pas du tout mon conseiller qui voulait que je parte, c'est la direction au-dessus, les gens au-dessus. Et donc, ça s'est géré que donc, mardi dernier, j'ai eu cette intrusion, on me bloque direct la carte, ce qui est important, hein, la carte elle a été bloquée. Et derrière, ils me disent on refabrique une carte et vous la recevez sous 4 jours. Sauf que donc 4 jours pour moi c'était vendredi voire samedi, aucune carte, rien du tout. Et entre-temps, ils m'ont proposé une carte virtuelle à mettre sur mon téléphone. J'ai refusé. J'ai dit je viens de subir une cyberattaque. Et vous me proposez une ouverture encore à la cybercriminalité. Vous plaisantez ou quoi? Et d'en discuter avec mon conseiller, avec qui ça se passe très bien, il est génial, il a parfaitement compris. Mais le service de fraude n'a pas compris. Évidemment, toujours pareil, même formation, travail sur des dossiers identiques, ne vont pas chercher plus loin ce qui se passe, ne vont pas investiguer pour bien comprendre qui est derrière, et ainsi de suite. Toujours la même histoire. C'est médiocrité à mort. C'est pas que les gens sont médiocres, c'est ce qu'on leur a instruit. C'est ce qu'on leur a instruit. Pour eux, ils pensent faire ce qu'il faut. Puis de toute façon, s'ils font de travers, ils se font virer. S'ils osent quelque chose, aujourd'hui, si tu oses quelque chose, tu te fais carrément virer. Donc, du coup, ça n'est pas possible. Et je n'ai reçu ma carte que mardi. Donc, soit je suis restée pendant 7 jours, en fait, sans carte, parce que ce n'était pas possible autrement. Ils ont fait une mauvaise gestion. Mais entre-temps,
J'ai reçu un SMS le vendredi qui me disait mardi, non, c'est mardi matin, votre carte a été fabriquée vendredi et non le mardi de la cyberattaque. Je leur ai dit, mais il y a un problème ou c'est encore une cyberattaque là? Et ils n'ont pas su me répondre. Tu vois, la gestion, la difficulté, parce que les gens, ils vont se dire, ah, c'est super, j'ai une carte virtuelle, je paye avec mon téléphone et tout. Mais non, c'est hyper dangereux. Ouais, mais ma banque m'a dit que, mais ils ne vont pas vous dire autrement. Comment voulez-vous qu'ils vous disent? C'est ce qu'on leur a appris. Mais réfléchissez, réfléchissez. Et toi, tu les aides à réfléchir. Alors, non seulement je les aide parce que je forme depuis des années là-dessus, et figure-toi que depuis qu'il y a des cyberattaques, j'ai plusieurs anciens clients qui m'ont appelé, qui m'ont dit, Nadine, vous pouvez nous faire une formation individuelle. Là, j'ai besoin d'une formation individuelle, il faut que je cybersécurise un maximum de choses. Mais ce sont des particuliers. Ce ne sont pas des entreprises. Pourquoi? Parce que les entreprises, là encore, pour montrer que le système est bien verrouillé, eh bien, ils vont toucher de l'argent de faire travailler certains organismes de formation. Et comme ces organismes de formation vont avoir tous le même mode, enfin, la même façon de travailler pour former les gens, hein, c'est du copier-coller, ce que je disais tout à l'heure, eh bien, ils vont travailler qu'avec eux. Ils ne vont pas travailler avec des gens comme moi. Voilà. J'en ai eu des entreprises autrefois qui travaillaient avec des gens comme moi, enfin avec moi plutôt, parce que des gens comme moi, j'ai quand même ouvert la voie toute seule. Hein. J'étais la première au monde à ouvrir cette voie. Il ne faut quand même pas non plus le sous-estimer, parce que c'est vrai. Et ces entreprises-là étaient satisfaites de comment on cybersécurisait, parce que tu cybersécurises, mais tu sécurises aussi l'intérieur, l'humain. Qui travaille avec toi, comment est implantée l'entreprise, quelles sont les failles. Le recrutement, c'est la pire des failles. Quand tu vois des entreprises aujourd'hui qui recrutent sans regarder le CV. C'est assez effarant. Donc, c'est impossible. Les gens qui te disent c'est cybersécurisé ou c'est sécurisé, c'est faux. C'est absolument faux. C'est de l'esbrouf. Mais on leur a appris ça. On leur a dit, si. Tu sais, je te dis, hein, toutes les entreprises, quand tu discutes avec eux, moi, j'ai failli travailler avec certaines entreprises, et ça ne s'est pas fait parce qu'il y avait toujours un chef au-dessus qui disait non, il ne faut pas travailler avec elles, parce que je n'étais pas dans le réseau qui va bien, tu vois, des francs-maçons, de tout ce que l'on sait aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Qui disaient je suis une femme, hein, ils n'aiment pas trop ça non plus. Mais il y a beaucoup de gens qui voulaient travailler avec moi, des directeurs en fait, hein, qui avaient bien compris, surtout ceux qui étaient sur le terrain, ils avaient bien compris ce qui se passait. Et ils avaient bien étudié, on avait bien étudié les choses, et franchement, ça tenait complètement la route. Et ça n'avait rien à voir avec toutes les formations ou tous les produits qu'on vend. Mais sauf qu'il y a un business derrière qui est esbrouf, et on le voit parfaitement dans la liste que tu viens de donner, qui, à mon avis, n'est même pas complète. Donc, il y a la DGFIP qui a été, ça c'est les données bancaires FICOBA, où j'ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne YouTube. C'est ma dernière vidéo où j'ai expliqué à quel point c'était grave, parce que là, c'est 1,2 million de comptes bancaires. Alors là, je peux vous dire que c'est vraiment... Alors, il y a eu SWIFT il y a des années, donc ça, c'est international, SWIFT. Les gens n'ont pas donné un vrai intérêt sur SWIFT. Je dis, attention, là ça va faire très mal. C'est peut-être pour ça aussi que les BRICS ont fait leur truc de leur côté aussi, parce qu'en fait, c'est infiltré de chez infiltré. Mais là, cette fois-ci, en gros, en France, il n'y a plus personne qui est protégé. SWIFT, ça doit représenter vraiment un nombre faramineux de personnes. Et le fait que la FICOBA soit impactée, ça peut venir de la cyberattaque de SWIFT. Hein. Ça peut venir. Hein. Tout est possible. Alors, dans la presse, on va te raconter une histoire qui va t'endormir, etc. C'est pour minimiser, tout est lié en fait, tout est interdépendant, quoi. Exactement. C'est des portes d'entrée qui mènent vers d'autres portes d'entrée, etc. Exactement. Et c'est sans cascade. Alors, l'OSINT, que je n'ai pas su déterminer tout à l'heure, c'est l'open source intelligence. Voilà, c'est une méthode de renseignement utilisant des sources d'informations publiques, en fait. Oui, mais alors ça peut être tronqué là aussi, parce que est-ce que les sources sont fiables? Encore une fois, toujours pareil. Il y a des gens qui vont donner, par exemple, des indications, mais pour noyer le poisson. On le voit bien, Trump, c'est un spécialiste en ce moment. C'est un gros spécialiste de ça. Donc, si on se base là-dessus, ça tronque les statistiques et donc, ce n'est pas fiable. Encore une fois, c'est toujours pareil. Je vais aussi me permettre de revenir sur 2 autres cyberattaques que j'ai trouvées relativement importantes. Attends, parce que Et après, nous parlerons de Lapsus, un pirate que tu trouves plutôt intéressant. Je voulais souligner, en fait. Donc, il y a eu Indigo aussi. Indigo, qui est en fait, un site de plaques d'immatriculation. J'ai vu passer ça. Où, on a beaucoup de comment on appelle ça,
de PV, de gens qui se font retirer leurs points, etc. Je vous laisse imaginer, c'est une des possibilités de se retrouver à se prendre des PV qui ne nous appartiennent pas, par exemple. Ou à se retrouver, oui, en fait, encore une fois, on va être complètement cyberattaqué à ce niveau-là. Enfin, c'est très grave aussi, hein, ça va vraiment très, très loin. Indigo, c'était il y a 1 an, le 22 avril 2025. Oui, mais même si c'est un an, c'est à vie, hein, après. Hein. Oui, tout à fait. Donc là, bon, pareil, il y a une fausse identité qui peuvent être. Est-ce que ça peut générer des fausses identités, des faux crédits, toujours pareil, même avec une plaque d'immatriculation, parce qu'on peut acheter une voiture, ou on peut dire, tiens, je vais acheter telle voiture, etc. Alors, ils vont tous te dire, ah, mais vous savez, aujourd'hui, tout est digitalisé, on peut tout contrôler, tout va bien se passer. Foutaise. C'est une foutaise. C'est n'importe quoi, en plus. Franchement, même si c'est digitalisé, tu ne peux pas comment dire, mettre en évidence le fait que tu puisses être complètement sécurisé parce que tu te reposes sur du digital. C'est complètement faux. Combien de fois, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont se rappeler qu'ils ont été obligés de remettre à jour des données ou des éléments parce que c'était pas clair, c'était pas juste. Et si vous vous appelez de la part de quelqu'un d'autre en ayant les bonnes données, eh bien, vous passerez pour la personne que vous usurpez. Donc avec le digital, on est à poil. On pourrait avoir un slogan comme ça. C'est exactement ça. Après, il y a eu médecin direct. Tu as parlé des hôpitaux et tout. Médecin direct, c'est là où il y a toutes les données sensibles médicales de tous les individus. Oui, j'ai vu passer. Donc là, je ne vous raconte même pas à l'époque où Big Pharma. Médecin direct. Il n'y a même pas besoin d'expliquer, à mon avis, je pense. Exactement. De décembre 2025. Voilà. Par contre, j'ai une remarque. J'ai une remarque à faire. Oui. On critique beaucoup Shine et Amazon. C'est marrant, on ne les voit pas sur la liste. Pourtant, c'est beaucoup plus gros que les entreprises qui ont été citées. Donc, je vous demande quand même de réfléchir avant de porter des jugements de valeur sur certaines entreprises, parce que oui, Jeff Bezos aussi, je suis d'accord, mais il faut arrêter de tout mettre sur un bonhomme. Il faut arrêter à un moment donné, il faut réfléchir. La question, c'est est-ce qu'il a des moyens hors normes de pouvoir mieux se sécuriser ou c'est pas possible? C'est du business. Il ne faut pas oublier que toutes les entreprises aujourd'hui, elles ont le flipomètre à zéro parce que leurs données qui sont volées, c'est une réputation affichée comme tu viens de le faire. Donc, les gens, plus ils vont se rendre compte qu'ils sont cyberattaqués et que ça fonctionne mal, ils vont finir par dire à un moment déjà, on arrête le digital, on revient au cash. Ça, c'est inévitable, premièrement. Et deuxièmement, ils vont se dire, je n'ai plus confiance en vous. Bien sûr, la confiance, c'est la base, comme on dit. Il y a des clients particuliers qui m'ont contacté. Ils me l'ont dit, Nadine, ils ont confiance en moi, c'est clair, mais ils ont dit surtout derrière, il faut vraiment que vous nous expliquiez tout parce qu'on veut savoir comment on va gérer. Donc, moi, je vais le faire en fonction de leur profil. S'ils ont un profil plus, ils ont besoin d'être beaucoup sur le digital, donc forcément, je vais m'adapter. On va trouver des solutions puisque le profilage, c'est ça. C'est que le profilage, c'est de comprendre le cybercriminel, là, il va faire quoi en face. Alors, les gens me disent, on peut peut pas facilement faire leur profil parce qu'on ne voit pas assez d'éléments, mais il suffit d'analyser tout un ensemble ne serait-ce que les actes, d'analyser les actes, tu vois. C'est de dire derrière, je l'expliquais tout ça dans mon livre, c'est quel genre d'actes virtuels ils font. Ça nous indique des éléments comportementaux. Moi, j'ai réussi à trouver des cybercriminels. Je me rappelle d'une fois de trois jeunes, qui étaient dans des groupes Céveso. Céveso sont des groupes sensibles. Je ne citerai pas les noms des sociétés. C'est des sites sensibles en France. Hein. 3 jeunes ingénieurs victimes d'arnaque au sentiment. C'est-à-dire qu'ils rencontrent sur Facebook une nana, qui était une fausse nana, qu'ils n'ont jamais vue, et ils font une sextape, c'est-à-dire une vidéo sexuelle. Et ils me disent tous, on en arrive à la fin, qu'ils demandent une rançon extrêmement importante, qu'ils ne peuvent pas payer, bien évidemment. Et moi, on me contacte tout de suite parce que c'est un des enfants me connaissait par le biais de mon fils. Et il me contacte, mon fils m'en parle. Je me rappellerai toujours parce que à l'époque, je donnais des cours à l'IH Crime à Paris. Et j'étais avec une de mes étudiantes, c'était le printemps comme en ce moment, on était à Saint-Germain-en-Laye, sur la pelouse du château. Très joli. Oui, c'est très joli, oui. On était sur la pelouse, tu connais bien, moi je suis parisienne à cette génération, je connais bien tout le tour, mais je suis très bien à Cognac aujourd'hui. C'est plus propre déjà. Bref, et donc le château, tu mets les pieds dans l'herbe, tu bien, il y avait un café, on prenait un jus de fruits et tout, et j'ai dû tout abandonner pour rentrer tout de suite et gérer ce dossier parce qu'il fallait le gérer en urgence.
ils risquaient de perdre leur boulot. Parce qu'après, il y avait des menaces justement d'envoyer les éléments au niveau du travail. Jamais la société n'a été au courant. Simplement, au troisième enfant, j'ai dit, je vais pousser la machine. Donc, je leur ai fait ce qu'il faut. Donc, les deux, c'était géré. Mais l'autre, c'était des potes entre eux dans le réseau Facebook. Ils étaient en lien Facebook. Et en fait, la fille, c'était ni plus ni moins un mec qui vivait en Côte d'Ivoire. Qui était dans un cybercafé et qui devait s'appeler, je ne sais pas comment, mais en tout cas, qui n'avait absolument rien à voir avec ces jolies jeunes filles pour appâter ces jeunes hommes. C'est ce qu'on appelle les brouteurs. Exactement, c'est ce qu'on appelle les brouteurs. Mais ça, c'est spécialiste et du phishing et de l'arnaque au sentiment notamment. Et il y en a beaucoup. Il y a eu dernièrement l'affaire Brad Pitt. Ah oui. C'est ça, on est exactement dans ces... Il ne faut pas croire, ce n'est pas aussi évident que ça de... Bon, là, c'est un peu gros, mais ils utilisent... C'est gros parce qu'ils sont tombés sur une femme qui était en détresse psychologique, donc ils ont flairé le bon profil, en fait. Oui, mais ils utilisent des gris-gris, parce que moi, j'ai vécu en Afrique noire, je les ai observés dans les cybercafés. Et ils utilisent des tas de trucs. Si j'ai écrit mon livre, je l'ai commencé en France, c'est l'affaire 2013. Mon livre est sorti, que je répète, en 2015. Donc, j'étais en Afrique noire. Je vivais là-bas. Donc, moi, je les ai étudiés parce que je travaillais aussi là où il y avait Internet. Je les ai étudiés à leur insu, du reste. Et je les ai vus, femmes, hommes, comment ils faisaient et comment ils alpaguaient le blanc pour lui piquer de l'argent, etc. Donc, j'ai vu comment ça se passait. Je sais exactement ce que se passe. Et je les entendais dire, lui, si là, il résiste ou celle-là, elle résiste, on va lui faire des gris-gris. Ils disaient tous ça. Et ils allaient voir le marabout et ils craquaient. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas trop se moquer. Moi, je ne me moque pas de ce genre, parce que je sais comment ils font. Et personne n'est à l'abri. Il faut vraiment être fort, bien aligné, bien centré, ce que je n'arrête pas de dire dans toutes mes vidéos. Si on travaille bien sur soi, on sait qui on est et on sait comment, on va savoir comment on est les autres. C'est ce que je dis toujours, on ne nous apprend pas à savoir qui nous sommes en priorité. Mais on ne vivrait pas tout ça si on savait vraiment qui on était à l'origine. Parce que du coup, qui j'ai vraiment en face de moi, j'ai un problème de gestion émotionnelle. Non, je sais le gérer, je ne vais pas me laisser avoir. Je ne serai pas en détresse émotionnelle. Tu vois, c'est toutes ces choses-là qu'il faut intégrer, parce que c'est vraiment lié, le profiling et le net profiling, c'est vraiment lié. Et j'étais partie de l'arnaque au sentiment, je crois. Oui. Je n'avais pas fini quelque chose. Oui, donc je rentre et je fais ce travail, ce dossier avec l'histoire, c'est les autres. Et au troisième, je pousse la réflexion. Je dis, écoute, est-ce que tu as le courage d'attendre? Tu as vu que les deux autres, ça marchait moi, j'ai réglé ça en 3 heures. C'était réglé en 3 heures. Donc, ça va très vite quand tu prends le truc tout de suite et que tu sais à qui tu as affaire en face alors qu'ils ne montrent pas leurs photos et rien du tout. Comme quoi, on peut bien les profiler. Mais les ingénieurs ici, eux, ils sont dans la technique mécanique, entre guillemets, et informatique. Moi, je suis dans la technique humaine. Et donc, je lui dis, on va pousser le jeu. Je veux voir jusqu'où ils veulent aller. Et en fait, ils voulaient, en dernier point, comme ils ne voulaient pas payer et tout, il dit, bon, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, on a vu, puisque sur la fiche Facebook, il était écrit où il travaillait. Tu travailles là, tu nous voles des données. J'en ai tiré 3 d'affaires. Mais combien l'ont fait? J'en ai tiré que 3 d'affaires. Est-ce que tu penses qu'il y a un défaitisme ou une passivité face à tout ça, finalement? Un cultisme surtout. Le manque d'envie de travailler sur soi, de savoir. C'est l'assistanat. On est dans un pays d'assistanat. Tu sais, j'ai beaucoup de clients étrangers, et j'ai des clients français aussi, mais j'ai aussi des clients étrangers, on voit la différence. Ils s'investissent vraiment sur le savoir. Ce que j'ai vu aussi en Afrique noire. Mais tu le vois en Asie, tu le vois aux États-Unis, tu le vois partout. En France, c'est l'assistanat. Oh, ça va tomber, ça va être gratuit. Mais justement, parce que c'est gratuit, c'est dangereux. C'est gratuit, c'est toi le produit. On a un petit peu infantilisé les gens et on leur a fait prendre de mauvaises habitudes, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, il y en a très peu, je te dis, il y en a très peu qui... l'année dernière, j'avais mis en place une formation de groupe, je fais ça chez moi, sur la cybercriminalité. J'ai vu personne. Hélas. Et regarde où on en est. Donc là, tu te dis, c'est bon, quoi. Moi, je sais pour moi, j'ai voulu transmettre pour les autres. Si ça ne les intéresse pas, je m'en fous, je sais faire. Par contre, à côté de ça, j'ai quand même des étudiants qui vont pousser jusqu'à la cybercriminalité. Oui, il y a toujours des populations, un pourcentage de la population qui va vouloir savoir. Alors, il y a le problème du savoir, et il y a le problème aussi d'un manque d'information. Parce que, regarde, justement, par exemple, j'ai parlé du FIC tout à l'heure, c'est quand même le plus gros salon de la cyber au monde. En tout cas, elle était considérée comme telle à l'époque. Donc, tu as des organismes de type l'ANSSI, la CNIL, et je crois que c'est déjà bien,
qui sont liées à des protections cyber, etc., et pour lutter contre la cybercriminalité. Le président de la CNIL sous François Hollande et sous, je ne sais pas qui, peut-être Sarkozy aussi, c'était M. Poupard. Et je faisais partie d'un réseau des femmes dans la cyber à une époque, où j'ai été... ils ont fini par céder à me faire une conférence internationale avec une fille qui était spécialisée dans la cyber aussi, mais je crois que c'est aux Émirats Arabes Unis. J'ai fait cette conférence en virtuel, hein, parce que c'était l'époque du Covid en plus. La première, c'était en 2020, je crois, justement. Et donc, je l'ai faite, cette conférence scientifique sur la cyber, donc sur mes travaux de recherche. Et ils ont fini par me concéder, en fait, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de moi. Ils ne savaient pas quoi faire de moi. Alors que j'étais quasiment dans les toutes premières à être dans cette association. Et j'en suis partie, parce que je n'y voyais plus ma place. Pour moi, c'était trop bas de gamme, je suis désolée de le dire. Premièrement, c'était bas de gamme. On n'avançait pas. On n'évoluait pas, en fait, sur justement des gens qui ont fait des découvertes comme moi. Et pire, c'est qu'un jour, il y avait un concours où la présidente de cette association m'a forcée à participer. Je dis, ça ne sert à rien, je n'aurai rien. Elle me dit, c'est obligé que tu aies quelque chose quand même, tu as créé quelque chose d'unique au monde. Je dis, oui, mais on est en France, ça n'a pas loupé. Je suis partie avant la fin, j'ai dit, j'étais écœurée, je l'ai fait pour elle, j'étais écœurée. Bon, elle a essayé quelque chose. Mais ce monsieur Poupard, je me rappelle, donc il y avait toute la presse française à cette réunion. Tu avais BFM, CNN, comment ça s'appelle l'autre là, CNews. CNews. Et une autre, donc je crois que c'est un France quelque chose, c'était à Paris, donc France 3 quelque chose. J'étais la dernière à poser la question, ça tombait très bien, et donc je me présente. Ils me connaissaient parfaitement, parce qu'ils me connaissent tous, il ne faut pas rêver. En tout cas, les anciens surtout. Les jeunes, je ne sais pas sûr, ça m'étonnerait. Les anciens surtout. Voilà, et je lui, ceux quand j'étais à cette époque-là. Et ceux qui... je lui pose la question, je lui dis, écoutez, vous dites que vous êtes en lien avec le Mossad pour travailler, que nous sommes entre guillemets, des cadors de la cybercriminalité, ce qui est absolument faux, je le savais déjà, par rapport au monde. À l'époque, ils disaient qu'on était les meilleurs, etc. T'as qu'à voir le résultat. Et je lui dis, dans ce cas-là, pourquoi vous n'utilisez pas le net profiling? Comme dirait Coluche, je te donne Émile. Il a mis 3 minutes pour répondre, 3 minutes. Et à mon avis, c'était pour que les caméras se coupent, parce que ça n'est jamais sorti. Il a dit, ce n'est pas à l'heure du jour. Il s'est viandé, en direct. Personne n'a réagi. Personne ne dit, si la petite, elle dit ça, c'est qu'il y a une raison. Enfin, la petite. La grande, 1m80. 78. J'étais pas loin. Non, mais avec les talons, c'est pire. Ah oui, là, j'ai déjà vu avec les talons, c'est dramatique pour les autres. J'assume complètement. Comme disait Coluche, l'essentiel, c'est d'avoir les 2 pieds par terre. Exactement. Comme j'adorais Coluche, bref. En tout cas, voilà. Et là, personne, mais ils ont bien vu dans l'association dans laquelle j'étais que j'étais un danger pour la France. Bien sûr, trop de révélations. Trop de savoir, trop de découvertes et trop de vérité. Oui, dans l'empire du mensonge, ça ne colle pas. Est-ce qu'on peut faire un détour par l'Apsus dont tu voulais absolument parler? En fait, l'Apsus, j'ai découvert, c'est donc dans les cybercriminels, on n'a pas encore parlé des profils des cybercriminels. Je ne vais pas m'étendre trop dessus, mais en parler un petit peu. C'est ce qu'on appelle des black hats. Donc, les black hats, ça veut dire chapeau noir en anglais. Parce qu'on appelait ça des hats à l'origine, les cybercriminels. C'est resté. Et les black hats, c'est certains ce qu'ils appellent aujourd'hui les white hats. Alors, à moins que je confonde. Non, je ne confonds pas, parce qu'avec ma dyslexie, je me méfie. En plus, les chapeaux blancs, les fameux chapeaux blancs. Oui, voilà, mais là, non. On les appelle les chapeaux, d'ailleurs, les cybercriminels? J'ai pas su. J'ai cherché le travail du chapeau ou ça n'a rien à voir? J'avoue, j'en sais rien. J'ai cherché et j'ai toujours pas trouvé la réponse. Si quelqu'un la connaît, je suis... Quelqu'un sait, ça nous intéresse. Oui, en effet, parce que déjà à l'époque, j'avais cherché et j'ai pas trouvé. Mais puis j'ai dû abandonner parce que j'étais dans mes propres travaux. Oui. En fait, les black hats, ce sont des gens, ce sont des cerveaux, ce sont des vrais cerveaux. Donc souvent, travaillent seuls ou utilisent des mules. Donc là, on est sur les white hats. Les brouteurs peuvent faire une mule, c'est-à-dire ceux qui vont chercher et collecter des informations dont ils ont besoin. Et ils sont, mais rarement les grey hats. Grey, c'est gris. Et ils vont faire des sacrées cyberattaques de type, justement, intrusion, FBI, CIA, te détourner un avion. Germanwings, par exemple. Germanwings, c'est toujours sur mon site web, nadineTouzo.com. Germanwings, si tout le monde se rappelle, c'est un avion qui a craché du côté de Barcelonnette, de mémoire.
dans cette région-là. Et moi, j'avais fait le profil du copilote qui aurait été responsable de ce crash. Et j'ai dit non, il n'est pas suicidaire. Il a des problèmes psychologiques, en effet, mais il n'est pas suicidaire. Est-ce que c'est l'affaire Andreas Lubitz? Yes. Ah, c'est une affaire atroce. D'accord. C'est une affaire atroce, mais elle est plus atroce que tu ne l'imagines. Parce que tout le monde l'a fait passer pour le suicidaire de l'avion. C'est faux. C'est faux. Et quand on parle avec des pilotes, il y a toujours des sécurités pour rentrer dans la cabine. Il y a au moins une clé manuelle. Et apparemment, la clé manuelle n'a pas fonctionné. Et là, ça devient encore plus questionnant. On se pose quand même des questions là-dessus. Donc, j'ai fait un article dessus où j'ai dit son profil, etc. Et je sais que je suis beaucoup suivie par des services de défense du monde entier parce qu'ils me connaissent, ils savent comment je travaille. Et il se trouve que le FBI est venu sur place. Et ils ont fait une enquête. 3 semaines après, ils ont rendu un rapport qui n'a jamais été publié en France. Et le rapport disait probabilité, en effet, de cyberattaque. Tu vois comme quoi notre métier, il amène loin. Je n'avais pas tort. Cyberattaque. Dans quel but? Test. Il y a eu des tests en Afrique. Tu as eu des trains et des avions qui ont été pilotés de façon assez bizarre. On a vu sur des avions qui ont craché rapidement et des trains qui allaient en sens inverse sans pilote, sans conducteur. Ça, c'était à l'époque avant Lubitz, avant Germanwings. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas fait un autre test grandeur nature ou est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose une personne dedans qu'il fallait supprimer? Je ne sais pas. Je n'ai pas le retour et ce n'était pas dans le rapport. Mais c'est juste pour dire, c'est comme quoi ce métier va loin, que c'est pas je raconte pas des bêtises qu'en fait. On en est là. Tu racontes pas des bêtises parce que moi je connais une descendante d'une victime de l'affaire de la Caravelle en 1968 qui faisait Ajaccio-Nice, qui a perdu son père dedans. Et c'était donc secret défense. C'est un missile qui aurait été soit par accident mal orienté, soit il y avait effectivement peut-être une personne à éliminer dans cet avion. Et ils sont toujours, 68, enfin on est des décennies après, ils sont toujours en procès. Ah oui, ça va, t'inquiète pas, hein, tant qu'on ne révélera pas les vérités. Ou alors on te fait une histoire romanesque, comme Lubitz, il était suicidaire. Non, il était mal. Et il serait allé faire pipi et le pilote serait allé aux toilettes et il serait revenu et Lubitz aurait verrouillé le cockpit, soi-disant. C'est le narratif officiel. Il y a toujours une clé sur lui, il y a toujours une clé. Et quand tu écoutes la bande, parce que moi j'ai pu écouter la boîte noire. Ah oui? Il est extrêmement calme, Lubitz. Il était extrêmement calme. Alors les gens, ils ont dit, parce qu'il était calme, il allait sur le suicide, sauf qu'il a tenté de remonter 3 fois l'avion. Ah d'accord, alors ça par contre, ça ne colle pas avec la thèse du suicide. Ça, je l'ai eu après avoir fait le profilage de Lubitz. D'accord. Parce que quand c'est sorti sur mon site web, comme je te dis, je suis hyper suivie, il y a un gars qui m'a appelé de la défense française, je ne citerai pas. Il a eu mon numéro, forcément, puisqu'il avait tous les codes pour l'avoir, parce que mon numéro est nulle part. Il m'a dit, bien joué pour votre dernier article. Il me tutoie tout de suite. Tu sais que dans la défense, hein, tu as compris pourquoi on me tutoie. Oui. J'ai dit, vous êtes qui? J'étais qui? Vous êtes qui? Enfin, c'était un peu pisse présente. Et il me dit, ça t'intéresse la boîte noire? Je dis, bah, comment? Oui. Et je l'ai écouté. Je lui ai dit, je peux savoir pourquoi il a tenté de remonter 3 fois l'avion? C'est ça. Tu peux m'expliquer? Et un pilote, en général, reste calme dans toute situation. C'est pour ça qu'ils sont recrutés. Ça fait partie des critères. Et tous les pilotes de ligne ou tous les métiers qui sont sensibles comme ça, même les nôtres, hein, même nous, dans le nôtre, on doit rester calme. On doit avoir, c'est pour ça qu'on doit être aligné, etc. On doit rester calme. Moi, j'ai travaillé sur des affaires criminelles. Je peux dire que des fois, j'ai perdu mon calme. C'est quand j'étais sur des affaires pédocriminelles. Là, je voulais buter le mec, j'ai dit j'arrête. Je comprends. Ils n'étaient pas d'accord, les autres, mais c'est voilà. Donc, le lapsus, ça fait partie des black hats, mais côté dissidence. Donc, pour le peuple, pour le bien des peuples, des populations. Voilà, donc ils travaillent dans notre sens à tous. Et c'est ça que je veux mettre en avant aussi, c'est qu'il y a des cybercriminels qui font le mal, mais il y a aussi ceux qui font le bien. Mais ce sont souvent des black hats. Ce ne sont pas les autres. Le grey hat, c'est plutôt quelqu'un qui est assez vengeur, qui est assez dans une revanche, qui a une cible qu'il veut atteindre et il veut mettre en place. C'est souvent ceux qui font les ransomware, par exemple, qui attaquent les sites web et qui sont bloqués ou des trucs comme ça et qui demandent des rançons. C'est souvent son type-là. Alors, c'est plus complexe que ça, mais je ne vais pas étaler mon livre aujourd'hui quand même. Hein. Il est comme ça, je ne vais pas l'étaler aujourd'hui. En gros, et puis tu as les white hats. Donc là, alors, autrefois, ils étaient en Afrique noire. Tu avais donc tous les pays francophones, plutôt Côte d'Ivoire, Sénégal à l'époque.
Tu en avais aussi un petit peu dans le Maghreb, et le Mashrek, mais plutôt le Maghreb. Tout ce qui était francophone, donc cyberattaquer les langages francophones, donc France, Belgique, Suisse, et tout ce qui était anglophone, comme je crois que c'est le Congo, non, c'est pas le Congo, c'est la Guinée, je crois, je sais plus, enfin tous les pays autour de la Côte d'Ivoire, c'était plutôt le Canada. Ils étaient plutôt axés là-dessus, donc où tu avais un paquet de brouteurs, etc. Sauf que depuis l'invasion de ces peuples par les ONG et compagnie, dont on sait comment ça se passe dans nos pays, maintenant ils sont sur place. Ils continuent les cyberattaques, mais ils sont sur place pour mieux contrôler, vérifier, etc. Voilà. C'est encore plus Exactement. Bah, écoute, regarde, on retrouve ce fameux Seb dont j'ai lu tout à l'heure le tweet là, concernant l'attaque des données des professeurs, des 260 000 professeurs. Seb Latombe, vous pouvez le trouver sur X. Bah, il a fait une interview du groupe Lapsus. Je sais Et pas ce si tu groupe-là, mais en fait, c'est pour mettre en évidence qu'il y a aussi des gens qui travaillent de notre côté. Ce que certains appellent les chapeaux blancs, mais en fait, ce sont des black hats dans les compétences. En fait, c'est une question de hiérarchie de compétences. hiérarchie compétences et objectif, c'est-à-dire on peut être un pirate au service du mal. Là, je me place du point de vue des populations ou au service des gouvernements ou au service des peuples, finalement. Oui, mais il y a des gouvernements qui ne sont pas forcément mauvais non plus. C'est toujours quel est l'intérêt derrière. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais ils vont chercher des compétences. On avait Mafia Boy, je crois que c'est lui, qui s'appelait Mafia Boy. C'est vieux, hein, ça. Hein. Ils ont tous des noms de code. Ils n'ont pas leur vraie identité. Il avait mis dans le noir, je crois que c'est Montréal, ou je ne sais plus, dans c'est une ville au Québec, 50 000. Il jouait avec son pote, il était jeune, il était adolescent, et il s'envoyait des virus. Et au bout d'un moment, l'autre, il est toujours l'ego, hein, il y en a un qui voulait être plus fort que l'autre, et il a fini par être plus fort que l'autre, il a mis 50 000 foyers dans le noir. Voilà. Depuis, il a donné des conférences pour dire qu'il ne faut pas faire ça. Non, il faut éviter. Voilà, parce qu'il a compris, tu vois. Donc, il ne faut pas. C'est-à-dire que les cybercriminels ne sont pas forcément mauvais, entre guillemets, en soi. Ça dépend à qui tu as affaire. Mais plus le niveau est haut, plus tu as des chances d'avoir affaire à un cerveau. Enfin, moi, je préfère ces genres de cybercriminels parce qu'il y a déjà beaucoup à apprendre. C'est des tronches, quoi, en fait. Bien sûr. La question, c'est au service de quoi tu mets ton intelligence, quoi. C'est toujours pareil. Oui, mais parfois, ils ont besoin, par exemple, de pirater la CIA pour montrer que la CIA a des failles et que, du coup, vous pourrez me recruter. Par exemple. Et oui, bien sûr, c'est leur donner un petit coup de coude et leur dire coucou, je suis là. Oui, c'est un entretien d'embauche extrêmement efficace, on peut le dire comme ça. Par exemple. Nadine, puisque tu parlais de garder son sang-froid, en fait, il y a eu un problème technique, donc je dois t'avouer quelque chose. Nous sommes en direct. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu. Donc c'est bon, j'ai pensé que tu l'avais vu, oui, mais voilà, et je salue Luc. Je suis désolée, je ne vous lis pas parce que je n'ai pas le temps, je me concentre vraiment. Voilà, et Luc MSP qui est venu modérer, voilà, c'est adorable, c'est qui est venu à l'improviste là. Et, bienvenue à tous. Bienvenue à tous, j'ai fait mea culpa, hein, mais j'ai fait une erreur, je ne sais pas, technique. C'est pas grave, c'est bien, c'est très bien. C'est comme ça, donc moi je le prends comme ça. Par contre, je ne lis rien, je vois les trucs passer, mais je ne lis rien parce que je me concentre sur le sujet. Il y a encore beaucoup à dire. Il y a une question notamment de FM Gérogab. Nadine, j'aimerais beaucoup connaître vos intuitions et votre expertise. Donc, c'est pas du piratage, je ne sais pas pourquoi. C'est un peu hors sujet, hein, mais je fais une petite parenthèse. Il voudrait connaître ton expertise sur les animateurs de la chaîne BTLV. Tu dois connaître BTLV, Bob. J'ai fait 2 ou 3 émissions pour eux, dont le fameux profilage de plusieurs candidats en 2016, sur lequel je me suis fait énormément critiquer concernant Trump et Poutine, alors que il y a des gens qui me suivent depuis cette époque et qui m'ont dit vous aviez totalement raison en réalité. Mais à l'époque, j'étais scudée et où je ne pouvais pas trop parler d'Emmanuel Macron puisque l'affaire 2016 était encore très proche et que j'avais encore l'épée de Damoclès sur la tête, où je l'ai toujours, mais je gère nettement mieux aujourd'hui. Donc, je n'ai pas pu m'exprimer sur Emmanuel Macron comme je voulais. J'étais très mal à l'aise sur ce sujet-là, mais il fallait que je protège ma vie et celle de mes enfants. Je n'émettrai aucun avis. D'abord, l'intuition, dans notre métier, on évite de l'utiliser parce qu'il faut qu'on soit cartésien et professionnel. Nous, c'est un métier technique, cartésien, professionnel. Il y en a beaucoup qui ne le croient pas parce qu'ils mélangent avec d'autres métiers tels que la voyance et tout, mais non. Je suis aussi clairvoyante, mais c'est 2 choses différentes. D'ailleurs, la personne précise, j'ai également des intuitions, mais je veille à m'éloigner des conclusions hâtives qui les confortent. Je cherche à vérifier, à observer, pour avoir des preuves observables.
Il faut, factuel. en fait, nos intuitions, il faut les garder, mais toujours pareil. Est-ce qu'on est centré et aligné? Donc, seront-elles justes? C'est toujours pareil. Si tu ne travailles pas sur toi, c'est toujours je reviens toujours à tout ce que je dis dans mes émissions. Hein. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Vous avez qu'à écouter les anciennes émissions. C'est le cœur de mon métier et que je fais en coaching, c'est que les gens qui soient vraiment nettoyés jusqu'à l'âme et conscience, de façon à ce qu'ils soient au plus propre, entre guillemets, pour eux-mêmes, de ce qu'ils sont eux-mêmes. Donc, BTLV, je ne le vois plus depuis très longtemps. Je me suis limite fâchée avec eux. Voilà, c'est la seule chose que je dirais. Et je n'ai jamais pu récupérer mes émissions. On avait fait une super émission avec Christophe Naudin, qui est celui qui a fait le criminologue, hein, qui a fait la préface de mon livre Net Profiling, spécialisé dans la bionautique. Donc, qui a malheureusement, il s'est fait planter lui aussi par une affaire d'État avec Air Cocaïne. Et ce n'était pas de sa faute. En plus, je le sentais. Je lui avais dit, fais pas ça. Je lui ai dit, ne quitte pas la France. Il me dit, si, t'inquiète, je risque rien. Poum, il s'est fait prendre tout de suite. Bon, bref, et on avait fait une super émission par rapport à Mindhunter, qui est la série télévisée qui met en évidence les prémices de l'unité de Quantico, du profiler en fait. Oui. Et on s'était régalés tous les deux, on était contents de se retrouver pour cette émission, on s'était vraiment régalés. Mais je ne suis plus... je n'ai pas apprécié leur comportement à mon égard il y a quelque temps. Je leur ai dit. Donc, oui, c'est pas un secret. Je cache, hein, tu me connais. Oui. Quelque chose à dire, je ne vais pas par quatre chemins et je dis à la personne d'abord concernée. Donc voilà. Et après, je réitère l'intuition. Notre métier utilise extrêmement peu d'intuition. En tout cas, on ne l'occulte pas, mais on se base sur des éléments techniques. Je rappelle qu'on fait des rapports juridiques. Hein, il ne faut pas. Pas. Donc, après, dès qu'on a fini ça, si tu veux bien, je voudrais revenir, à moins qu'il y ait d'autres questions tout de suite. Non, simplement saluer Lapsus parce qu'ils sont quand même rentrés chez Microsoft, Nvidia. Donc, Nvidia, c'est la grosse boîte d'IA, hein, c'est un acteur majeur de l'intelligence artificielle. Samsung, Ubisoft, Rockstar Games, Vodafone, Mercado Libre, Globant, Eiffage, Lacoste, l'Université de Lille, etc., ministère français de l'Agriculture. Ils sont assez balèzes, on peut le dire. Ce qui met en évidence que rien ne peut être complètement protégé. C'est impossible. Rien n'est inviolable. Mais c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, pour montrer aussi le côté positif des cybercriminels. Tout à fait. Tu voulais revenir, alors dis-moi, quel sujet Il y a beaucoup de sujets, hein, c'est un vaste sujet. Hein, je vous dis, je n'ai pas tout mis dans mon livre non plus, hein, ni dans mes publications scientifiques. Ce que je voulais, c'est de faire comprendre aux gens l'impact, en fait. C'est-à-dire que vous avez un outil connecté. Donc, on va même simplement prendre Linky. Bon, moi, je n'ai pas Linky, hein, de toute façon, hors de question. Mais déjà, c'est illégal, on le sait, mais ça, je l'ai compris dès le début. Mais en fait, si vous avez Linky, qu'est-ce qui se passe? Vous appelez, je crois que c'est EDF ou Engie, enfin, ils sont tous en cheville, ou Total Énergie, j'en sais rien, enfin bref, tous ces gens-là, et ils vont vous dire exactement qu'est-ce qui est allumé. Et ils vont même vous donner le flux de consommation. C'est-à-dire qu'ils savent quand vous dormez, quand vous ouvrez le frigo, quand vous prenez la plaque de cuisson électrique, quand vous chauffez la maison, etc. etc. Bien. Si eux le savent, les cybercriminels aussi, hein, c'est très facile. Il suffit qu'ils se mettent, par exemple, vous avez un endroit là où il y a beaucoup d'habitations, parce qu'ils ne vont pas venir en campagne, ce n'est pas rentable. Ils vont acheter un outil. Quand je faisais mon livre en 2012, il y avait ce qu'on appelait l'Asian Hat Show, c'est-à-dire c'est un événementiel où il y avait asiatique, où il y avait tous les cybercriminels et tous les outils qu'ils voulaient présenter. Et cet Asian Hat Show mettait en évidence un produit qui s'appelait le CamTrack. C'était un outil IA qui est le premier prix, je crois qu'il était à $60 ou $40, je ne me rappelle plus exactement. En fait, vous pouvez piquer les données de tout le monde n'importe où. Donc déjà, la carte bancaire, elle est sur vous. Donc imaginez une carte bancaire sur un téléphone. Donc voilà. Donc ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Alors, donc il y en a un qui se met dans la rue, il prend toutes les données Linky, il sait comment ça se passe et il organise les cambriolages. Et aujourd'hui, les bijoux en or veulent de l'argent, mais les données veulent beaucoup d'argent aussi dans le dark web. Bien sûr. Là, tu as plusieurs couches de dark web avec plusieurs types de ventes, jusqu'à des ventes comment violer un enfant, la pédophilie, comment construire une arme avec un stylo, comment se soigner telle et telle maladie, comment trouver du cannabis, etc., etc. Et donc, il y a un vrai business lourd là-dessous qui est beaucoup plus important que la criminalité dans la rue. La mafia d'autrefois, telle qu'on la voit,
elle existe peu au regard de cette cybercriminalité. Ça s'est transposé dans le virtuel parce que le risque, c'est que l'écran. C'est que l'outil connecté, en fait. Donc, tu peux être dans la rue et faire ton cybercrime sans que personne s'en aperçoive, en fait. Tu vois? Bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose qui peut expliquer le fait alors moi ça s'est un petit peu calmé, mais je pense qu'il y a des gens qui souffrent de ça ici. Nos données ont été, hackées, moi j'avais des appels incessants et ça m'arrive encore, de pubs ou de voilà, des numéros de téléphone et je me dis: «Mais comment ils ont eu mon téléphone en fait?» Ça vient de là. C'est des fichiers qu'ils vendent et c'est des sociétés qui les achètent, Bon. et notamment sur le dark web, oui. Mais c'est Ou infernal en fait, il y a alors, des elles ont été achetées sur le dark web par une société qui se spécialise de vendre des données. donc c'est infernal parce que c'est vraiment, on peut pas stopper ça. C'est à une époque, ça me pourrissait la vie en fait. Mais moi, ça continue, hein, je bloque, l'autre fois, j'étais Les chez blocs. d'opérateur. Mmh. L'opérateur m'a dit, vous n'imaginez pas, on en parlait un petit peu parce que bon, elle voyait que j'étais, un peu calée sur la cyber. Ça l'intéressait, la fille, et elle me dit: «Vous n'imaginez pas la liste de numéros bloqués». Moi, je dis: «Non, j'ose même pas parce que moi, je suis la première. Dès qu'il y en a un qui m'embête, paf, je bloque direct. Je réponds même pas». C'est infernal, J'en vraiment, avais un tout à l'heure, quand on a commencé l'émission. bah, voilà. Je continue donc sur les liens, c'est-à-dire que les gens qui, chez eux, chauffent leur maison de leur voiture, de leur téléphone, qui ferment les volets de leur voiture, de leur téléphone, et cetera, toutes les connexions qu'il y a rien de cybersécurisé. 0. Et moi, je Ouais, me rappelle d'avoir, travaillé pour Orange. À une époque, j'ai travaillé pour Orange. Je leur ai dit: «Mais est-ce que vous vous rendez compte des impacts et des incidences?» Mais Nadine, enfin, nous sommes les pros de la cybersécurité. OK. Je passais vraiment pour une imbécile. J'ai pas arrêté de me faire insulter pendant des années, en me disant que j'étais nulle parce que je ne connais pas assez la technique. Moi, je suis plus sur l'humain et tout ce qui est compréhension des comportements, etc. derrière. Mais en attendant, c'est juste quoi. Je veux dire, il y a l'épreuve, il y a toujours mes 17 publications scientifiques, il y a toujours mon livre, il y a toutes les vidéos. J'ai fait plusieurs vidéos sur ces sujets pour instruire Pierre-Paul Jacques. Et en fait, les gens s'en fichent royalement. Or, c'est extrêmement grave. oui, c'est très grave. C'est discret, c'est indolore, inodore, on le voit pas et ça se fait discrètement dans notre dos et si on n'y prête pas plus attention que ça, oui, on Mais est déjà fais tous, soumis, attention, quoi. il faut qu'on sache qui tu es dans ton Mmh. profil et quel est ton fonctionnement de ta vie de tous les jours. Tant qu'on ne sait pas ça, on ne sait pas comment te cyberprotéger. Quand je protégeais des entreprises à une époque, c'est ce que je faisais. Je faisais le tour déjà géographique. Je faisais tout un ensemble de trucs. Je regardais, je dis là, il y a ça, 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 ça. On mettait tout en place. Ils n'avaient pas besoin d'acheter des trucs de cyberprotection, de je ne sais pas quoi, qu'on vend aujourd'hui à prix d'or et qui ne valent rien. Ça n'amène rien. Mais les gens sont assistés, donc je préfère ne pas apprendre et me reposer sur. Ah ouais, vous voyez, voilà le résultat. Parce que là, on est plus que nu. Hein. On est carrément un livre ouvert mondial. C'est-à-dire que les gens qui critiquent qu'on soit fiché sur des caméras, c'est peanuts à côté de ce qui se passe là. C'est de la rigolade. C'est vraiment de la rigolade. C'est extrêmement grave. Il n'y a plus rien qui est protégé nous concernant tous. Tous. Il faut maintenant apprendre à se protéger de ça. Il va falloir se rééduquer Voilà. face à ces nouveaux soucis, en fait, ces nouveaux problèmes. L'intelligence artificielle, pour venir dessus, donc je suis totalement contre, sauf à ce que ça nous assiste, que ça nous, pas nous assiste, que ça nous appuie Oui, sur un ensemble d'informations, parce qu'on peut avoir un défaut de mémoire, on peut avoir un défaut de connaissance, on peut aussi, par exemple, faire des opérations à distance parce qu'il y a tel médecin qui connaît ceci et qui peut réussir à distance grâce à une IA. Ça, je suis totalement contre. Mais se reposer sur des IA, non, absolument pas. On peut se faire aider, oui. Ben ça, c'est pareil, c'est cyberattaquable. C'est-à-dire que, par exemple, tu prends un chat GPT, ben, tu lui donnes des données que tu as envie de donner et tu obtiens les informations qu'on a envie de te donner. Et tu vas dire c'est oui, vrai, tout à fait, bien parce qu'on sûr. va t'empêcher de réfléchir. Or, ça, c'est plus puissant que n'importe quel IA et que n'importe quel outil. Il n'y a que la mémoire qui fait défaut, mais pas les intelligences. Est-ce que l'IA peut développer un esprit critique? Ça me semble impossible. Ça viendra un jour, mais il sera toujours moins fort que l'humain. Sauf les humains qui ont. Je parle de ceux qui ont vraiment des cerveaux qui moulinent. Mmh. Je veux dire, hein, sans être forcément des tronches, Ouais, mais ouais, à bien sûr. minima, tu vois. Je ne parle pas des gens qui restent avec leur truc de bière devant le foot à manger du popcorn et puis qui ne s'occupent pas des gamins et qui prennent un salaire pour prendre un salaire, enfin qui ont une Mmh. vie qui n'a aucun enrichissement personnel, par exemple. Tu vois, qui Tout pensent qu'à à leur fait.
à leur truc et ça, l'assisté de base, je dirais. Donc, toutes ces connexions qu'on a avec les IA, on parle des drones aussi. Je parlais déjà des drones, moi, dans mon livre, quand même. Tu vois, comme j'étais vraiment en avance. Les drones, c'est pareil, c'est cyberattaquable. Et là, je suis étonnée, parce que tu vois l'affaire de l'école en Iran, là, Trump, là, il y a eu une affaire de dommage collatéral. C'est clairement, j'ai vérifié auprès d'amis militaires, parce que je ne me prononce pas sur ces sujets-là. Oui. Lui-même, il est franco-libanais, hein, donc il connaît très bien le terrain. Les 180 fillettes mortes, enfin une école bombardée finalement. C'est un drone qui, apparemment, c'est un dommage collatéral de bombe ou je ne sais pas quoi, un truc. Trump fait une enquête dessus. Tout ça, j'ai vérifié, j'ai eu les informations. Il n'est pas content, c'était pas du tout prévu. Pas du tout. Oui, parce que là, franchement, ça ne joue pas du tout en sa faveur, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas dans son profil. Donc, on ne peut pas sauver les enfants d'un côté pour les attaquer de l'autre. Donc, les gens, là, encore une fois, ne réfléchissent pas. Qu'est-ce qui s'est passé derrière pour que ça provoque ça? Non, c'est de la faute de Trump, c'est un abruti. Tu vois, c'est là, on en est là quand même dans ce pays. On en est là dans ce pays. C'est quand même grave. C'est que les gens ne réfléchissent pas. Un mec qui sauve les enfants, il tue une école. Excuse-moi, allô, quoi. Enfin, et qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère finalement? Ça, j'en sais rien. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Il faudrait toute une émission pour développer ça, mais effectivement. Je ne m'estime pas compétent sur le sujet et je vais être honnête avec toi, il y a beaucoup de gens qui s'estiment compétents. Quand je discute avec ces amis militaires qui sont sur place, des gens du renseignement, eux-mêmes n'ont pas toutes les donnes. Donc, je crois qu'avant de parler de sujets qu'on ne comprend pas bien, qu'on ne sait pas bien, on ferait mieux de se taire et d'observer. Parce qu'il y en a beaucoup qui font des sbroufs sur plein de trucs, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et moi, je ne me sens pas compétente. Mais je me renseigne. J'ai la chance d'avoir ces personnes-là. J'ai eu quelques informations il n'y a pas longtemps. On a discuté. Ce n'est pas une mauvaise chose, ce qui se passe. Simplement, il faut bien en comprendre les tenants et les aboutissants. Et c'est très difficile avec un Trump aussi joueur. Parce qu'il joue quand même. Un coup blanc, un coup noir, et c'est fait exprès. C'est fait exprès. Mais il faut suivre. Je ne suis pas sur place et toutes les personnes qui travaillent là-bas ont eux-mêmes un peu de mal. Ça désarçonne, pour le moins. C'est voulu pour la mission, je dirais. Voilà. Donc moi, c'est pas mon domaine. Je n'en parle pas. Je ne m'autorise pas à aller sur des terrains. Tu me connais, hein, tu sais très bien que je peux en discuter devant un verre, mais pas devant une caméra. On évite l'ultra-crépidarianisme. Voilà. Alors, je regarde mes notes pour voir la suite, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à vous dire. Oui. Il faut savoir que donc aujourd'hui, on a parlé des IA et des drones, donc les drones peuvent être aussi cyberattaqués. En fait, tout outil connecté, n'importe quoi. Une voiture, moi j'avais déjà expliqué dans mon livre un témoin pour démanteler un circuit mafieux, je crois, la voiture a sauté. Ils ont tout bloqué, tout ça, c'est vieux, donc c'est pas nouveau, c'est pas des choses, ça date de plusieurs années. C'est des exemples que j'ai cités dans mon livre. Je réitère que mon livre ne sera disponible sur Amazon que d'ici 1 ou 2 mois. Le temps qu'on finisse le dossier avec cet éditeur. Ça tombe mal avec l'agenda, je suis désolée, mais il sera exactement dans l'état. Je vais juste rajouter une feuille pour expliquer pourquoi j'ai quitté cet éditeur, etc. Et après, je le traduis en anglais. Donc, toutes ces données, là, tous ces éléments qui sont connectés, à partir du moment où c'est connecté, on n'a plus la main dessus. Ça marche si on a un beau circuit cyber, s'il n'y a pas de bons cybercriminels en face pour pouvoir les détourner, ou ça ne marche pas. Voilà, ça dépend. Les Américains sont bons en cyberprotection, les Russes encore mieux, et les Asiatiques encore plus. Les Français, non. C'est de la daube, de chez daube. Les Asiatiques ont mis beaucoup d'argent dans l'éducation notamment des ingénieurs, enfin, pour tout ce qui est technologie, en fait, nouvelles technologies. Donc ils sont beaucoup branchés sur l'IA. Ils sont énormément branchés sur l'IA. Bon, j'ai déjà émis mon opinion là-dessus, j'en dirai pas plus. Donc, ça me suffit. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je me permets de regarder mes notes. Bien sûr. Et après, on terminera sur le tweet que tu souhaitais que je montre à l'écran et je le lirai. Parce que on va laisser répondre les gens. Alors oui, un petit peu, je vais parler de quelques types de cyberattaques. On a parlé du phishing tout à l'heure. Je tiens à préciser que c'est quand même en croissance de 255%. C'est énorme. C'est énormissime. Quand on voit le nombre de gens qui donnent de l'argent, des données, etc., c'est énorme. Donc, vous voyez, il y a de quoi gagner de l'argent. Donc, toutes les incidences, je l'ai dit tout à l'heure, créer des faux comptes, voler de l'argent, vendre les données, créer des cambriolages, etc., etc. Alors, le cambriolage,
c'est pas forcément le truc qu'ils vont faire le plus, mais ils vont travailler les cybercriminels avec des réseaux terrestres, c'est-à-dire non virtuels. Donc les autres, ils peuvent acheter des données en disant tiens, ça peut m'intéresser pour voir si on peut faire des cambriolages, etc., etc. Donc c'est vraiment c'est très collaboratif, mais en même temps chacun son précaré, un peu comme l'époque de la mafia, tu vois, son territoire géographique. Et sauf qu'on ajoute le virtuel aujourd'hui et que le terrestre est moins important. Les usurpations de compte, donc l'usurpation de compte, bah, c'est ce qui a failli m'arriver l'autre fois à la banque, c'est ce qui arrive un peu partout, en fait, dès qu'on prend les données de droite ou de gauche, où on tente à vous les usurper on peut le faire par un phishing, on peut le faire de différentes manières. Je ne vais pas rentrer sur la partie technique, je réitère. Les arnaques au sentiment, on en a parlé tout à l'heure, ça c'est pareil, c'est important. Le piratage de compte, donc là, c'est aussi par le mot de passe. Alors, les gens qui mettent des mots de passe 000, 1, 2, 3, etc., arrêtez. Utiliser des mots de passe proposés par la sécurité de l'entreprise, pareil, on peut les récupérer puisque c'est les données qui les ont dessus. Mettre des mots de passe sur Google, machin. Alors, tout ce qui est le cloud, tout ça, grave erreur. Ne rien mettre là-dedans, mais grave erreur. Enfin, c'est que des trucs comme ça, des comportements où les gens vont dire c'est bien, il faut y aller. Tout dans l'entreprise, on a ça. Ah oui, comme dans l'entreprise, on a ça, c'est super. Mais réfléchissez, bon sang, réfléchissez. Est-ce que vous allez vous mettre votre coffre-fort dans la rue? Voilà, c'est tout, hein, c'est juste ça. L'arnaque au président. Alors ça, celle-ci, je l'aime beaucoup parce que je l'ai beaucoup étudiée et j'ai vu qu'elle était en progression de 38%. Elle était, à l'époque où j'ai écrit mon livre, de 3%. L'arnaque au président, c'est Gérard ou Gilbert Chicly, je ne me rappelle plus lequel des deux. Et à l'époque, il disait, en fait, je surfe sur la bêtise des gens. C'est-à-dire qu'il se faisait passer pour le président de l'entreprise, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et il appelait, par exemple, une comptable. Donc là, il n'y a aucun outil connecté. Il appelait la comptable ou la secrétaire en disant, il faut me faire un virement, je suis à l'étranger, machin, etc. Il prenait des informations sur les réseaux sociaux ou dans les secrétaires, quand elle prenait le bus ou le RER, elle se mettait à côté et puis il prenait des informations parce qu'elle parlait à la meilleure copine. Là, on n'est pas du tout sur du technique. Quand je dis qu'il y a beaucoup de cyberattaques, ce n'est lié qu'à l'humain, là, on a l'exemple type. 38%. Qu'est-ce que font les sociétés de cybercriminalité pour protéger contre ces 38%? Puisqu'ils sont que sur de la technique. Donc, l'abruti que vous avez devant moi, là, parce que moi, on m'a traité d'abruti plusieurs fois, pas si bête que ça, la blonde. Hein? Et non, pas si bête que... Merci Nadine, j'ai réussi à retrouver l'émission sur le profilage des hommes politiques avec Bob. Oui. Belyanka, une ancienne chaîne à vous, peut-être l'avez-vous oublié, Nadine Touzeau, 75-16. Oui, c'est ça, c'était en 2016, c'était en 2016. C'est avec Bob Belyanka, à l'époque où on s'entendait. J'en ai fait 2 ou 3 pour eux. J'en ai fait 2 ou 3 pour cette société. 3, mais la deuxième, je ne sais plus laquelle c'est. La troisième, c'est celle avec Christophe Naudin, dont j'ai cité tout à l'heure. Après, on a le rançon logiciel, donc c'est des désactivations des sécurités, des chevals de Troie que l'on met via des réseaux internes ou des intrusions internes. Les attaques de réseau, donc là, c'est la pure technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, et ainsi de suite. Il y a d'autres cyberattaques qui sont encore plus... je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. En fait, vous en avez beaucoup, et certaines sont vraiment pures techniques, et d'autres, mais elles ne sont pas si nombreuses que ça, et d'autres, il y a l'humain derrière qui a une interaction. Et cet humain qui a une interaction, c'est aussi le comportement de la personne, comment elle va réagir face à la cyberattaque. Et selon la cyberattaque. Et alors, plus ça peut paraître... Oh, j'ai ouvert un email par erreur. Alors ça, c'est le truc le plus courant. Mais si c'était que ça, on n'aurait pas tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Bien sûr. Parce que beaucoup de gens ont compris qu'il ne faut plus ouvrir des emails par erreur. Oui. Et toutes ces données qui sont vendues, elles servent énormément aussi aux sociétés qui travaillent sur l'ingénierie sociale et qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses. J'en parlais hier lors d'une émission avec Yann Charrier, psychologue, qui a parlé de manipulation mentale. On a parlé de techniques de manipulation des masses, telles que celles faites à Guantanamo, hein, évidemment. Donc, il y avait des parallèles qui ont été établis. Et en fait, ce nombre de sociétés est en pleine explosion dans le monde entier. Et donc, je pense que pour eux, c'est une manne d'informations. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de cyberattaques, c'est parce qu'il faut remplir les fichiers. C'est ça.
Et c'est une façon derrière de pouvoir manipuler l'opinion et la personne en question en disant, voilà, il a telle maladie, ou il part en vacances de telle manière, ou il achète ceci ou cela, donc on va créer des produits pour que ces personnes, on leur donne des trucs, facilités et tout, mais en même temps pour les manipuler. Bien sûr, ça permet d'établir des statistiques, de connaître nos comportements, nos profils psychologiques et cetera. C'est oui, de tout connaître de notre vie. En fait, on est vraiment nus, hein, je réitère, on est vraiment nus. Moi, je Mmh. noie beaucoup le poisson. Mais vous faites un truc tout bête. Vous voulez prendre un avion pour aller à Rome, par exemple. Mmh. Donc, vous allez chercher le meilleur prix. Et puis, vous allez peut-être déjeuner, dîner, vous travaillez, vous reprenez dessus. Moi, ça m'arrivait souvent à une époque. Je voyage plus maintenant, ça me gonfle leur truc là, il faut tout contrôler, mais ça commence à me gonfler. Je prends que la voiture, ça ira bien comme ça. Et tu mets plus de temps des fois dans un aéroport que d'y aller en voiture. Je plaisante pas. Et selon la destination. Et derrière, donc, tu fais une pause, quoi, en gros. Et puis tu reviens dessus, et tu vas voir ton prix, c'est plus le même. Et souvent, il est à la hausse. Donc, moi, je dis toujours, quand vous voulez acheter un billet d'avion ou aller à un hôtel et tout, bah, vous mettez déjà toutes les autres villes que vous pouvez trouver, vous inventer. Vous mettez au moins 10 villes différentes avant de mettre la ville de destination et pour pouvoir choisir et vous recommencez, vous noyez parce que ça noie les algorithmes D'accord, pour le moment. pour le moment. C'est une bonne technique. Est-ce que tu veux que je lise le tweet auquel tu Je voudrais continuer, si tu veux bien, Stéphanie. ouais, terminé, bien sûr, bien sûr. Vas-y. La cybercriminalité, il faut comprendre un truc, comme tu l'as dit dans la définition tout à l'heure, c'est que il n'y a pas de frontière. C'est en fait, c'est comme une ligne droite. Je vais où je veux, quand je veux, à l'heure que je veux, chez qui je veux. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas arrêter les choses comme ça. On ne peut pas les palper, on ne peut pas les tenir. C'est un monde vraiment virtuel. Par contre, il y a bien un humain derrière, voire plusieurs humains, voire des groupes d'humains. Ça peut arriver aussi. Qui ne travaillent pas forcément au même endroit. Ils savent très bien travailler en réseau à distance. Il y a des bons films là-dessus. Il y en a un, c'est un Die Hard avec Willis. Bruce Willis et le jeune là, je ne sais plus quel Die Hard c'est, Mmh. où un jeune hacker, en fait, il y en a qui se font tuer et pas le dernier. Ben, c'est exactement ça. Ce film-là, tel qu'on le voit, là, quand j'ai vu ce film, j'ai dit là, il représente vraiment bien la typologie des cybercriminels. Je parle surtout des black hats. Hein. Plus, les whites, c'est différent parce que c'est un peu comme des petites mains, si tu préfères. Ils sont souvent payés et du reste pour faire du phishing. Ça finance aussi le terrorisme, il faut savoir. Ah oui, oui, ça ne m'étonne pas du tout. Ça finance les armes, toutes les malversations terroristes. Hein. Ah bah, c'est ce qui était dit dans la définition que j'ai lue en introduction, effectivement. Ouais. Exact. Ouais. Donc voilà. Donc c'est sans frontières et impalpable. Donc à partir du moment où c'est sans frontières et impalpable, vous êtes palpable. Et vous avez une géolocalisation qui est donnée et qui peut bouger en fonction de ce que vous faites dans votre vie. Nous sommes totalement vulnérables. Voilà, exactement. Donc il faut bien comprendre cet univers et comment ça se passe et à qui on a affaire en face de nous. Je me permets de continuer. Les élections. Les élections. J'avais dit depuis longtemps qu'il y avait des élections truquées. Déjà, je savais, puisque je répète que j'ai un père qui était dans la défense, donc pas que dans la défense, mais entre autres, et à très haut niveau, que déjà Mitterrand faisait voter les morts. Oui. Encore dernièrement. Ça, c'est une vieille technique. Mais Dominion, j'en ai bien souvent parlé de Dominion. Ça fait très longtemps que j'en parle de Dominion. Et ça fait longtemps que je dis que les élections sont truquées. Et je l'ai vécu dans mon ancien village où je vivais en Bretagne. On l'a vécu à plusieurs habitants. Les résultats n'étaient pas les mêmes que ceux qui ont été affichés. Ça, c'était la première élection de Macron. Donc, les élections, c'est extrêmement facile d'en faire ce qu'on veut parce que même si vous envoyez les éléments par SMS, sans passer par un outil autre connecté que celui qui est Dominion ou son petit copain, on en fera ce qu'on veut en termes de données. Ce pourquoi je ne vote plus depuis longtemps, d'abord parce que de toute façon, ils s'en foutent de ce que je peux penser, puisqu'ils ne vont pas faire ce pourquoi j'ai voté. Hein, ils vont changer d'avis et ainsi de suite, mais surtout parce que je sais que c'est truqué. Voilà. Donc, quand les gens se battent pour des élections, je ne sais pas si vous avez compris là aux dernières municipales. Ouais. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre? C'est ce qu'on appelle la schismogenèse, c'est le fameux divisé. Oh, puis là, c'est quand même. Hein. Le classique. Donc, l'effet domino, j'en ai parlé. Je continue à lire mes notes. Je vais au plus vite pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Ça, je l'ai dit.
Mais il y a Luc qui dit que sur Marseille, c'était le cas encore la semaine dernière, il y a des personnes de plus de 100 ans décédées Mmh. qui ont dû, bah, je sais pas, sortir de leur tombe pour aller voter, Oui, c'est ça. certainement. Oui, C'est courant, oui. Puis ils ont dû peut-être avoir même plusieurs votes dans plusieurs communes. c'est Parce qu'on les ça. met dans les anciennes communes, et cetera. Et les données servent à ça aussi. Bah Qu'est-ce que oui, je peux prendre et analyser pour faire passer tel et tel candidat? C'est aussi pour la politique, il ne faut pas c'est ça. croire, hein. Bah, quand ils sortent du cimetière, c'est pas pour rien, ils en profitent pour se balader, de ville en ville. Donc, comme on l'a dit, les cyberattaques sont un business, Mmh. un gros business, the business, où énormément de gens se mettent dedans parce que c'est un business facile. Et d'autant plus facile, c'est qu'en face, il n'y a pas la formation, on l'a vu pour le militaire déjà, en Mmh. tant qu'utilisateur, mais Oui, aussi en tant qu'investigateur, en tant qu'enquêteur. Parce qu'ils vont se baser que sur la technique. ça Donc, c'est toutes les fou. séries télévisées que vous voyez là, qui mettent des trucs, c'est du bullshit. Excusez-moi Mmh. d'être vulgaire, j'utilise beaucoup ce mot, mais Oui, je crois que comme ça tout le monde comprend, c'est plus clair, c'est peut-être pas très élégant, mais au moins c'est dit. en Et anglais, ça passe. oui, voilà, on va dire ça. Mais Mmh. c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de formation, même au niveau de la justice. La formation est faite, je me rappelle, sur des dossiers qu'on amenait complets, justement avec ce partenaire la militaire, on amenait des dossiers complets, complets, devant les juges et tout. C'était classement vertical, parce qu'ils ne comprenaient rien. Et Mmh. j'ai eu pas mal de policiers et de gendarmes qui m'ont dit moi, je suis un cadre, je donne des formations, je suis le meilleur, etc. Je n'ai jamais rien dit, je ne voulais pas les blesser. Mais quand j'entendais ce qu'ils me disaient, etc., je voyais bien que c'était que du répéter, copier-coller de tout ce qu'on leur a appris. Ce n'est pas eux qui étaient mauvais en soi, c'est ce qu'on leur a appris et ils pensaient faire bien. Mmh. Mais on n'est même pas à 10% de ce qu'il faut vraiment faire en cybercriminalité en Ils ont France. plusieurs temps d'avance sur nous, bien sûr. Bah, c'est tellement facile. En plus, on est tellement dans un pays de médiocrité dans tous les domaines. Ah beh, c'est sûr que l'informatique, on n'a pas été vraiment formés, hein, ça fait pas partie du programme et pourtant ça peut être intéressant d'accroître ses connaissances dans ce domaine. Ah Parce qu'on ben, est tellement dépendant de ça maintenant que ça deviendrait presque urgent d'apprendre à c'est s'en pour ça que servir. j'ai fait ce livre, c'est pour ça que j'ai avisé. Je me rappelle de la réflexion de Christophe Naudin qui m'a dit: «Ton livre Mmh m'a énormément interpellée», que mh. spécialiste dans l'avionnautique. Il me dit: «En plus, tu parles des drones, donc c'est quand même pas rien». Oui. Toujours est-il, c'est Mmh. qu'il a trouvé ça extrêmement passionnant parce que je lui ai dit: «Est-ce que ça tient la route mon livre ou pas?» Lui, il en a tellement écrit. Il me dit: «Mais c'est un sacré bouquin» et j'ai rencontré des gens, des militaires qui ont lu mon livre ou des gens de la défense qui ont lu mon livre. Ils l'ont surnommé la Bible et c'est même écrit, paraît-il, sur les commentaires Amazon. Ce livre est une Bible. Si j'ai donné mon savoir, j'ai été extrêmement critiquée d'avoir donné mon savoir, puisque mes théories scientifiques, enfin 5 de mes théories scientifiques, parce que j'en ai plus encore, mais j'ai arrêté de le faire parce que je m'ennuie, hein, je n'ai pas de répondant en face de moi. Donc, elles sont sur mon site web où j'explique les modus operandi, dans le virtuel, comment ça se passe. Alors évidemment, je ne donne pas tout. Je parle d'avatarisation, donc le comportement déjoué derrière l'écran, quel genre de comportement on peut avoir quand on veut attaquer quelqu'un, je parle de cela, mais aussi la personne qui n'a pas l'intention de faire une cyberattaque, mais qui peut aussi utiliser ce comportement. Donc, je parle énormément de choses, en fait. Et j'ai transmis ça pour vous tous. Et donc là, nous sommes à 2012, on est donc 14 ans après. Tout ce que j'ai dit, eh bien, Mmh. c'est exactement ce qui s'est passé. Et résultat, tu es la seule à faire une émission sur ce sujet de la dissidence. Bah, pour l'instant, j'espère que ça va donner des idées à d'autres. On ne Parce sait que, jamais. parce que sur la partie, je suis la seule dans ce domaine à connaître, hein. Oui, mais qui t'invitent toi, justement, qu'ils aient l'idée Ça, de ça te m'étonnerait. contacter. Ça m'étonnerait. Mais Reste le optimiste. mainstream, j'en ai rien à faire. De tout ce qui est mainstream, je m'en fiche complètement. Mais je parle de Bien la sûr. dissidence. Là aussi, réfléchissez les gens. Mmh mh, mmh. Réfléchissez. Mmh. On dit la dissidence. Or, ils parlent Mmh. toujours des mêmes sujets et ils s'autorisent à parler parfois de sujets dont ils n'y connaissent rien. Parce que tu trouves toujours des experts qui sont capables de parler de tous les sujets, Mmh exactement mh, comme dans les mainstream. Mais mmh. là, je suis quand même connue dans la dissidence. Hein. Oui. Je pense que tu peux me confirmer, puisqu'on se Oui, bien retrouve sûr, dans des tout à fait. soirées. Je suis quand même connue. Il y Mmh. a Stéphanie, parce que moi, j'ai fait ma propre émission sur le vol des données bancaires là, qu'il y a eu dernièrement, hein, où Mmh. là, ça a fait le plus réagir. Donc là, j'ai fait ma propre émission sur ma chaîne. Mais quand tu m'as proposé une émission, je t'ai dit, ben, moi, je voudrais parler de ça, et tu as dit banco, tu es la seule. Or, ça fait un moment qu'on subit des cyberattaques.
Mmh. Et c'est pour ça que je fais de moins en moins d'émissions, parce que je suis un peu écœurée quelque part de me dire, je préviens, j'anticipe, je donne, je m'use la santé, entre guillemets, enfin, je suis en pleine forme, mais je veux dire, tu te fatigues, quoi, pour rien, parce que les gens préfèrent écouter tout ce qui va faire du buzz. Bien sûr, c'est un peu ça peut être le souci. Mais en tout cas, non, tu le fais pas pour rien parce que finalement, c'est un travail de colibri, qu'il soit un gros ou un petit colibri, c'est important. Ça donnera peut-être des idées à mes collègues pour, t'inviter, ce qui serait une, très bonne chose Tu pour sais, que, voilà, qu'on en sache un peu plus et que ça circule cette information sur, notre aspect, vulnérable au possible. les cyberattaques, je te disais tout à l'heure, je crois, ça Mmh. bouge à peu près tous les 3 mois. Ça, à mon avis, c'est moins aujourd'hui. Donc Mmh. ça veut dire qu'on peut remettre en question régulièrement la notion de ces cyberattaques et de l'ingéniosité des cybercriminels. Pourquoi depuis 14 ans, j'ai encore raison? Oui, c'est ça. 14 ans, Mmh. 14 ans, qui peut prétendre ça? Mmh. C'est pas pour me vanter, mais Non, si non, je mais il faut le l'ai dire. donné et que je l'ai donné, c'est pas pour rien. Et si je m'étais trompée, je l'aurais dit aussi, hein, de la même manière. C'est de plus en plus sophistiqué et ça évolue à une vitesse exponentielle, si j'ai bien compris. Et on va finir avec le tweet ou tu as quelque chose à rajouter, Nadine? Le truc que je voulais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a peur pour ces données, mais je réitère que si on reste dans le même circuit d'enseignement, d'instruction et de protection, ça ne fonctionnera pas. Mmh. Je me permets, j'ai presque plus grand-chose à vous dire. Oui, Après, j'aurai une petite conclusion peut-être. ça marche. Donc ça, je l'ai dit. Linky, j'en ai parlé. Le Fitlancy, la clinique d'information, j'en ai parlé. Je crois que j'ai tout dit. Ah oui, votre comportement sur les réseaux sociaux, pareil. Ça, c'est quelque chose. Mais là, je ne peux pas en parler parce que c'est personnel, c'est individuel et c'est en fonction des profils. Mmh. J'ai une petite phrase à me poser comme question, c'est est-ce que l'abrutissement est là? Est-ce qu'on doit tout démontrer aux gens en France pour qu'ils réagissent et mâcher le travail comme pour un bébé qui apprend à marcher? Et Mmh. encore, il y a le côté instinct. Je me pose ces questions-là pour que les gens se réveillent. Parce que bon, on parle de cybercriminalité, mais Bien tous sûr. les incidents sont extrêmement graves, vraiment, vraiment extrêmement graves. Et je me pose cette question, et c'est une question que je pose même peut-être aux auditeurs, avant de passer à ton tweet, enfin, Bien sûr. qui est un tweet que j'ai trouvé. Oui, c'est plutôt le tien. Et Que j'aimerais que ce soit les auditeurs, puisqu'on est en direct, et toi-même, qui réagissez sur ce tweet, parce que moi, je connais la réponse, mais j'aimerais que vous réagissiez là-dessus, au regard de tout ce qu'on vient de dire. Alors, déjà, je vais le lire parce qu'il est un peu petit, hein, c'est ça, il est pas très lisible. Alors, un tweet de Sax qui se définit comme gentil hacker et engagé, speaker à forte valeur ajoutée, cyberdiplomate, et président de la FF Fuite d'eau données, Fédération française de fuite d'eau données, et mentor de la Guardia SS épicurien. Alors, il dit: «Je vais encore pousser mon coup de gueule et pour cause. Arrêtez de minimiser les fuites de données dans vos communiqués. La région Occitanie qui s'est fait pirater ne trouve rien de mieux à dire que les premières analyses immédiatement mises en œuvre confirment qu'aucune donnée sensible n'a été compromise. Les données susceptibles d'avoir été exposées sont de type nom, prénom, date de naissance, courriel, numéro de téléphone. Aucune donnée sensible. Donc la région Occitanie juge qu'avoir toute l'identité de jeunes, dont de nombreux mineurs, n'est pas sensible. Au-delà de cela, on a aussi les informations sur les parents, plus la photo des enfants. Aussi, on peut facilement faire chanter les parents ou pire encore, faire des deepfakes pédopornographiques avec la photo de ces mineurs. Je ne parle même pas aussi de certains détraqués qui vont simplement poster ces photos sur des sites pédos. Donc bordel, arrêtez de minimiser, faites-vous accompagner par des professionnels, ça évitera ce genre de sortie de route totale. Vraiment arrêtez, vous ne vous rendez pas compte de l'énormité de tels communiqués. En attendant, la future vie privée de ces enfants, de ces mineurs, de ces jeunes est en danger. Dire qu'on veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et donc obliger tout le monde à présenter sa pièce d'identité ou un selfie, c'est de la folie, je le crie. Protégeons déjà la base de nos systèmes totalement troués. Cyberment vôtre, Saxe. Voilà, je vous laisse réagir au regard de tout ce qui a été dit, parce que je pense que ça a été un résumé complet. Ce n'est qu'un résumé, bien évidemment, mais j'ai essayé de travailler sur tous les axes. Qu'en pensez-vous? Réagissez. Voilà, je ne vois pas trop de commentaires là. Ludwig. Et Alors, Stéphanie réagit aussi à ça. Parce qu'en fait, on se rend compte que la plupart des gens, comme la société comptable pour qui je travaille, qui a dit clairement, oh, vous inquiétez pas, la société cyber gère. Donc en fait, c'est la patate chaude, c'est l'histoire de la patate chaude. Tout va bien, Madame la Marquise.
ce n'est rien, ça va bien se passer. Oui, c'est ça. Des, comme on dit vulgairement, là encore une fois, démerdons zizi. C'est exactement ça. Donc voilà, et en fait, ça aussi, c'est côté un peu assistana, où on va gérer comme ça va se présenter, et on n'en a rien à faire. On n'est pas dans la proactivité. Et ça, c'est aussi un gros problème que j'ai soulevé à plusieurs reprises au niveau de la défense. Ce que notre métier autorise, il n'y a pas de proactivité. La preuve, c'est que j'ai fait ces travaux de recherche pour être dans la proactivité. Maintenant qu'on a défini cela, qu'on a tous ces trucs-là, qu'est-ce qu'on met en place? Or, on a préféré m'écarter, se moquer de moi, me mettre vraiment tout ce que j'ai pu prendre dans la tête, je crois que je l'ai pris en méchanceté et à me faire douter de mes travaux de recherche. Et au contraire, aux États-Unis, ils ont publié. Quand j'ai eu ma première publication scientifique de publier, elle a été publiée en une journée. En une journée. Il faut souvent 6 mois à 9 mois pour la relecture. En une journée, ma première publication scientifique sur 17. Et les autres, ça a suivi avec très peu de délai. Et beaucoup de gens, j'ai eu 9 propositions de postes pour travailler dans des universités étrangères. Mais comme je suis ce qu'on appelle un freelance researcher, c'est-à-dire que j'appartiens à personne en fait, qu'à moi-même, il n'y a pas de subvention ou de fonds que l'on peut donner de façon à financer une partie de mon salaire. Donc je n'ai pas pu faire aboutir ces 9 propositions pour travailler uniquement sur mes travaux de recherche. Si tu vois, gâchis. voilà. Tu vois pourquoi, à l'aube de mes 61 ans, je me dis, toute cette énergie, tout ce que j'ai donné, alors bah oui, peut-être à titre posthume, mais je crois que c'est mieux de profiter des gens quand ils sont vivants. Bien sûr. Tu as ouvert une école en France, Nadine? Bah, la mienne, oui, j'ai mon école, moi, mais je n'ai pas de vitrine, je n'ai pas. C'est virtuel, entre guillemets. Enfin, Elle s'appelle comment? Elle s'appelle pas, elle s'appelle moi. D'accord, on te contacte. Moi, je vais mettre tous les liens utiles dans le descriptif. Pour expliquer, ça fait 7 fois qu'on a essayé de créer une école, dont une personne que tu connais bien, qui était sur le projet qu'on va voir bientôt pour la soirée profession gendarme. 7 fois, des gens qui m'ont vraiment porté. C'est un ami, hein, je te dirais, qui est un grand aux cheveux blancs. Bref, toujours élégant. Et lui, il a toujours été derrière moi, il m'a toujours soutenu, c'est le seul d'ailleurs, c'est vraiment le seul. Et je le remercie, je le salue s'il il regarde. Il regarde, initial du prénom J et F, il saura. Et donc, c'est vraiment le seul. Et il a porté plusieurs fois ce projet, même quand j'étais découragée, il était là. Et aucune banque n'a voulu suivre. Aucune banque. Ouais, c'est pas étonnant. Alors, quand je me suis installée ici, j'ai dit, moi, je fais ma petite école chez moi toute seule. Je donne mes cours comme ça, à l'ancienne, et ça fonctionne très bien. On a notre premier diplômé profiler cette année et un deuxième qui suit. Et plusieurs diplômés en analyse comportementale. Bon, ça donne de l'espoir quand même. Hein. J'ai au moins fait ça. Je fais ce que je peux avec ça. C'est très très bien. C'est très très bien. Ça avance quand même. Ça va infuser, on va laisser infuser dans les cerveaux. Et je pense que tu pourras être invité chez des collègues. J'ai bon espoir. Je te laisse le mot de la fin, Nadine, pour ce direct pas prévu. Tant mieux, c'est que ça devait se faire comme ça. Déjà, merci. Ça devait se faire comme ça. Merci à tous ceux qui ont écouté. Merci à toi, Stéphanie, de m'avoir laissé la parole sur un sujet que je trouve extrêmement vital. C'est le plus vital de tous, parce que celui-ci va laisser des traces pendant encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Si vous n'êtes pas cyberattaqué aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'abri de l'aide d'ici je ne sais combien de temps. Il y a énormément d'incidences, de choses qui peuvent se passer dans la vie de tout un chacun. Et quand je dis tout un chacun, c'est-à-dire pas uniquement vous, ça peut être votre famille. C'est-à-dire par effet de ricochet, ça peut être un enfant ou quelqu'un d'autre. Et si vous ne faites rien, c'est vous qui devez vous prendre en main et en charge. C'est vous seul. Et il faut découvrir cet univers. Moi, je me rappelle de la première cliente qui m'a appelée, je ne sais plus, il y a quelques mois. Elle me dit, Nadine, j'ai vu les cyberattaques et tout, avant même que je fasse mon émission. J'ai dit, oui, je ne suis pas étonnée. Moi, ça fait longtemps que j'en parle, donc je ne suis pas étonnée. Moi, c'est mon quotidien, donc je le savais, j'ai anticipé, donc voilà. Elle me dit, vous faites une formation? Je dis, oui, bien sûr, en individuel, hein, c'est des formations individuelles. J'ai bien sûr, il n'y a pas de difficulté. Il faut qu'on évalue un petit peu le cahier des charges vite fait pour que je sache un petit peu, comme je la connais, je sais que vous travaillez toujours dans le droit de ça, donc pour voir un petit peu comment ça se passe. Et puis après, il y en a 2, 3, 4 comme ça qui sont arrivés.
L'année prochaine ou peut-être cette année, je ferai une formation de groupe, probablement. J'en avais fait une l'année dernière, donc comme il y avait personne, j'ai arrêté. Mais je ne sais pas, on verra. En tout cas, je l'ai fait en individuel pour le moment et c'est pas plus mal parce que c'est chaque cas unique. Il faut vraiment évaluer l'environnement. Et il faut vraiment, comment dire, prendre conscience surtout qui je suis, qu'est-ce que j'ai en face de moi, qu'est-ce que j'ai et qui j'ai en face de moi. Même si ce sont des petits cybercriminels, c'est-à-dire des white hats, des gens qui vont faire du phishing, un consentement, des trucs comme ça. Ils travaillent pour des réseaux. Ils travaillent pour des environnements, des instances ou tout un ensemble de choses qui vont nous nuire d'une manière ou d'une autre. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera je ne sais pas quand. L'Iran s'arrêtera un jour. Bien sûr, nos vies vont être de plus en plus digitalisées, pour utiliser un terme à la mode. Voilà, le pire, c'est que là, en plus, la TVA va être digitalisée en septembre. J'ai des clients commissaires aux comptes qui m'ont expliqué. La facture électronique. Tout va être électronique. Ok, super, très bien. Alors là, je ne vous raconte même pas le BINS. Je vous raconte même. Mais plus on digitalise, pire ce sera. Mais je réitère, l'Iran s'arrêtera, Macron partira, tout ce que vous voulez. Ça, non. Ça, c'est même après votre mort, probablement. C'est très, très, très grave. Oui. Voilà pourquoi j'avais voulu donner mon savoir. Merci beaucoup à toi, Nadine. Et à très bientôt sur Tribune Libre. Avec plaisir. En direct ou en différé. Bonsoir à tous en tout cas, et puis protégez-vous bien.